radiopirate.com. No commercials. No limits. No rules. Radiopirate.com. On est sur le live après avoir fait le podcast Prime avec le chum Carlos de Punisher. On a fait un 3h15 de placotage des vrais momères. Des vrais momères. Donc, ça vous tente de voir le podcast. Si vous êtes déjà abonné, vous allez le chercher sur votre application Spotify ou votre Apple Podcast ou les autres. Puis, pour les autres, joignez-vous à nous si ça vous tente. Allez sur radiopirate.com pour vous abonner et écouter les podcasts Prime qui sont pas mal du contenu exclusif pour vous. Beaucoup de choses à jaser en ce vendredi. D'abord, Jerry t'es salué, Mr. White est salué également. Bonjour. Beaucoup de choses. D'abord, vous savez, avec tous, on va parler avec Yann Sénéchal dans quelques instants. On va parler sans doute de l'actualité de la semaine avec Yann parce qu'on n'a pas eu le lundi habituel qu'on a avec Yann Sénéchal parce qu'on était en congé lundi pour l'Action de grâce et depuis vendredi, samedi passé, il s'est passé beaucoup de choses. Puis on va faire le tour de ça avec Yann Sénéchal. Mais il y a pas une tonne de journalistes que je trosse. Vous savez que c'est pas d'hier. Là. C'est pas arrivé pendant la COVID. C'est arrivé des années et des années avant où j'ai perdu toute confiance aux journalistes parce que les journalistes ont un agenda souvent qui est outre. On dit que les journalistes sont là pour les faits et donner les faits, mais malheureusement, on sait que derrière les journalistes, il y a un humain qui a des opinions, puis qui a des choses qui lui tiennent vraiment à cœur. Et avec le temps, parce que je pense que même quand on était plus jeune, on avait l'impression que les journalistes étaient neutres, ils ne l'étaient pas. Mais avec le temps, c'est de pire en pire, parce que l'activisme a pris le contrôle sur le milieu du journalisme. Donc, c'est pour ça que les gens, quand on fait des sondages à savoir si les journalistes sont trustés maintenant, dans certains pays, c'est en bas de 30 %. Le Canada est encore aux alentours de 45-50 %, mais on est un des pays les plus tolérants envers la presse. Et pourtant, je dirais que c'est au Canada et surtout au Québec où la presse est en tout cas, manipulée par des bonhommes en arrière ou des bonnes femmes, avec des gens qui ont des missions assez extrêmes à vous passer dans la gorge. Mais il y en a quelques-uns qui font des jobs honnêtes. Puis on a découvert pendant la COVID, on a découvert Thomas Gerbet. Mm-hmm. On avait un podcast avec lui, même s'il n'a pas voulu trop se mouiller lors de ce podcast-là. On a appris à le connaître un peu plus. On a fait un Jeff Liberté, si vous allez sur les différentes applications de podcast. Vous pouvez le trouver. Donc, je pense que Thomas Gerbet est un journaliste. Je ne vous dis pas qu'il est neutre. Je ne vous dis pas que c'est parfait. Je vous dis que c'est le plus neutre qu'on peut trouver dans la gang de journalistes activistes en mission au Québec. C'est dans les plus neutres que j'ai vus. Puis il y en a un autre aussi qui était à Radio-Canada dernièrement, pendant longtemps, pas pendant 20 ans, là, mais depuis 4-5 ans qu'on l'a découvert et qui a quitté pour TVA il y a quelque temps. Et son nom, je vais juste le trouver, son nom c'est... un peu voir, j'ai ça ici quelque part. Son nom c'est Hadi Hassine. Hadi Hassine. Et Hadi Hassine est maintenant à TVA. Et Hadi Hassine, je ne le connais pas à TVA, OK? Je ne l'ai jamais vu à la télévision, je ne l'ai pas vu à Radio-Canada non plus. La seule manière que je connais un peu Hadi Hassine, c'est de par ses tweets qu'il fait en tant que journaliste. Et je trouve que ses tweets sont dans ce qu'il y a de plus neutre, dans l'univers où les journalistes sont des activistes quasiment extrêmes. C'est rafraîchissant de voir qu'il y a quelques journalistes qui ont encore le goût de juste donner l'info pure. Je ne vous dis pas que c'est parfait. Je ne vous dis pas qu'on est à 9,5 sur 10. On est peut-être à 8 sur 10. Mais les autres sont à 4. Donc, je tiens à le saluer. Je trouve qu'il est neutre parce que je l'ai vu cette semaine, de par son nom, avec ce qui arrive cette semaine. Injustement, Hadi Hassine est attaqué pour l'origine de son nom au lieu de seulement lire les nouvelles neutres qu'il essaie de donner. Est-ce que... Je n'ai pas tout vu les tweets cette semaine, mais il a dit
Il a écrit il y a quelques minutes, je pense. Oui, non, c'est hier soir. À partir de maintenant, je serai sans réserve en ce qui concerne le blocage des comptes. Les commentaires haineux sous certaines de mes publications me dépassent. Ben voyons donc. Je vous le dis, là, il y a des journalistes et des chroniqueurs qui méritent de se faire insulter. Ça, là, je vous le dis, là, il y en a qui vous provoquent pour que vous ayez les insulter. Il y en a beaucoup. J'ai pas tout vu ces tweets, là. J'ai pas vu 100% de ces tweets, mais la majorité des tweets que j'ai vus de Hadi Hassan, il ne fait pas partie de cette gang-là. Donc, si vous avez des affaires à régler avec des gens qui sont pas bien fins que vous autres, il y en a une gang de chroniqueurs et de journalistes. Si vous avez le goût de ventiler, il y en a une tonne. Pas sûr que c'est le bon, mais ça nous montre que dans notre société, malgré le fait qu'on est entouré maintenant d'immigrants, dans notre société, on a encore du chemin à faire. Anyway, donc, sujet passé pour ce journaliste-là. Je voulais vous parler de quelques affaires qui... j'ai lu des choses, j'ai lu des affaires. Moi, je m'intéresse à des... Je m'intéresse, même des fois, et pas mal des fois, à des gens que je sais qui sont un peu débiles. J'ai vu circuler, je pense que je l'ai mis dans le groupe Jerry, j'ai mis la grande réflexion qu'a fait Robert De Niro sur Donald Trump. Parce que Robert De Niro, on le sait, Robert De Niro, quand il fait un film... Il y a un toc, là, ou quoi? Là, lui... Il y a une détestation de Trump à l'infini. Énormément de haine. Mais j'aime aller lire ça, pareil. D'abord pour voir comment, justement, le gars est rendu loin dans sa haine, etc. Puis je sais que Robert De Niro est un grand acteur. Je sais que... Oh. Mais tu sais, c'est un humain bizarre, là. C'est comme enlever le côté acteur, là. C'est un gars dans sa vie de tous les jours, on n'est pas sûr qu'il est tout là. OK? Mais c'est un grand acteur. Puis c'est vrai que lui, il aime, mettons que ça va faire un film sur... il devient pompier, puis il faut qu'il trouve quelqu'un qui met le feu partout. Bien, il va aller dans une caserne, puis il va aller avec les pompiers pendant plusieurs mois, puis il va aller apprendre le métier de pompier pour être sûr qu'il va jouer, puis que ça va l'air crédible. Donc ça, là-dessus, on y donne. Et il dit, j'ai côtoyé, dis-moi, j'ai toujours, pas à cause de ses jobs d'acteur, j'ai étudié l'homme. J'ai vu beaucoup d'hommes mauvais, de bad men. J'en ai vu beaucoup. Et je vais vous dire une affaire. Donald Trump n'est pas un bad man. Donald Trump, c'est un evil. OK? Donc là, ça part. Puis, écoute, je lis ça, puis, tu sais, dans le fond, il y a un peu raison. Oh, oui, Donald Trump pense beaucoup à lui. Oui, Donald Trump a des... Donald Trump n'est pas parfait, là. Et puis, lui, il est fou, puis l'autre n'est pas parfait. Tu comprends? Mais il y a un fond là-dedans où on comprend un peu pourquoi les gens aiment Donald Trump. C'est que, et je pense que De Niro allume pas, c'est justement le fait que Trump est un bum. Ouais, mais c'est même pas un courageux, c'est un gars qui joue au tough, mais il n'est même pas tough, etc. Donc, tout est là dans l'histoire que Robert De Niro a sorti. Peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais si vous êtes capable de tomber là-dessus, c'est vraiment... il a vraiment laissé aller tout ce qu'il avait à dire sur Donald Trump. Je pense que là, le tour est fait. Mais je lis ça, puis je dis, OK, wow, peut-être que là-dedans, il y a des points où il a raison. Tu sais, je veux dire, il faut être très narcissique pour faire ça. On le voit aller un peu. Trump a ses défauts, là. Mais je pense que c'est ça qui fait la force de Donald Trump. C'est ce côté bad boy, ce côté je me crisse de tout. C'est le côté bum de Donald Trump que les gens ont besoin dans cette époque woke avec du monde qui ont plein de travers et qui jouent au genre de Superman. Donc, on a besoin d'un gars pas parfait avec un paquet de défauts. Il y a un paquet de défauts, Trump, tu sais, mais on l'aime justement probablement à cause de ça. Et c'est ça probablement que Robert De Niro... Il y a un bout qui a écrit, De Niro, en parlant de Trump, il dit « L'homme qui était censé protéger notre pays l'a mis en péril. » Bien, ça, je suis obligé de te dire que ça, c'est factuellement faux. Moi, je pense qu'à l'international, quand Trump était président... Moi, je pense que c'était pas mal plus tranquille que là. Moi, je pense que si Trump est encore président, il n'y a pas de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et parce qu'il n'y a pas d'histoire de NATO. Et il n'y a probablement pas de brasse camarade en Israël avec la Hamas. Moi, je suis sûr de ça. Là.
C'est drôle, hein? Ça brassait pas mal avec Barack avant, quand Barack était à la Maison-Blanche avec Big Mike. Et quand Biden est arrivé, Biden qui n'est plus sur le poste pendant tout, quand je vois la presse, une lettre à Joe Biden. Voyons, c'est une lettre à Joe Biden. Je suis même plus sûr que Joe Biden sait lire. Tu sais, je veux dire, arrêtez. J'écris une lettre à Joe Biden. Parce que là, les journalistes commencent à donner des conseils. Il ne faut pas donner carte blanche à Israël. Là, ça commence. Le discours commence à changer. Les enfants sont brûlés, les enfants. Là. Les enfants de 3 ans à tête coupée sont brûlés. OK, on a eu de la peine pendant 3 jours. Là, c'est le temps de passer à autre chose. Là, ils sont rendus là. Puis, dans ma recherche de petites affaires de même, dans un autre ordre d'idée, je m'en vais à Oncle Georges. Est-ce que tu connais Oncle Georges? Ben oui, Daniel Lemire. Daniel Lemire. Bonjour tout le monde. Allô, toi. Allô, toi. Bon, donc, Daniel Lemire. Moi, j'ai vu Daniel Lemire dans son prime. Il était au sommet. Là. Oui. De fin des années 80, j'étais à Montréal en 88, je crois, 89. Dans ces grosses années. Il était à son prime, Jeff. Oui. Moi, j'étais à Montréal avec ma blonde en vacances. Dans le temps qu'on allait prendre des vacances à Montréal. Oui, c'est vrai. Hein? Donc, on était sur la rue Saint-Denis. Et là, on passe à la rue Saint-Denis. Puis il y avait le théâtre Saint-Denis. Et là, il y avait quelqu'un qui était là. Il disait, il reste quelques billets pour ce soir. Il reste quelques billets pour ce soir. Moi, je ne savais pas qui était là. Et là, sur le coup, hey, c'est Daniel Lemire. On l'achète les billets sur le pouce. Là. On passait par là, on marchait. On achète des billets sur le pouce. On rentre au Saint-Denis. On était à première rangée en avant, dans le milieu. J'avais Lemire à 6 pieds de moi. Là. Crachait quasiment en face. Ah oui. Et l'humour du temps, cet humour-là qu'il y avait dans les années 80, qui était vraiment spécial à lui. Et on a passé un bon moment. Là. Moi, j'ai aimé énormément ce show-là. Dans mes humoristes préférés, OK? Dans mes humoristes qui ont marqué ma jeunesse puis que j'ai toujours considéré comme les meilleurs, Yvon Deschamps. Est-ce que Yvon Deschamps peut être Yvon Deschamps aujourd'hui? Non, il ne peut pas. Non. Zéro. Non, impossible. Regardez des vidéos de Yvon Deschamps sur YouTube. Impossible. Il ne peut pas être là aujourd'hui. OK? Yvon Deschamps, Paul et Paul, qui est devenu Ding et Dong, parce que le trio est devenu un duo. Ding et Dong, je te dirais, Daniel Lemire est dans... J'ai un top 5. Daniel Lemire, il y en a-tu un que j'oublie? Il doit y en avoir un que j'oublie quelque part. Mais c'est dans mon top 5. Lemire est dans mon top 5. Je l'ai vu cette tournée-là. J'ai vu probablement 3 tournées de Daniel Lemire. Écoute, c'était un des bons. Puis, et là, il part un spectacle. Puis j'étais content de lire ce matin dans le Journal de Montréal que Daniel Lemire doit s'adapter. Puis c'est triste de voir. Parce que vous voyez qu'aux États, quand on voit les différents humoristes, on parle souvent de Chris Rock, il y a comment il s'appelle l'autre là, qui est sur Netflix souvent, ou peu importe qui. Là. Ça brasse. Ça brasse. Il y a du deuxième degré. C'est des affaires très dures. C'est direct tout de pointe. Ça y va, bing bang. On est dans un paquet d'affaires. Là. Ici, ça démontre où le Québec est rendu. Ici, les humoristes ne peuvent plus... Il faudrait qu'on en parle à Réal, mais si Réal vient faire un tour cet automne. Mais il semblerait que quand on monte un show d'humour d'après Daniel Lemire, il faut rester au premier degré. Parce que le deuxième degré est trop dangereux. OK? Ça, c'est triste en jouant le faire. Là. Le monde ne catch plus le deuxième degré. Ricky Gervais, il peut plus venir ici. Là. Ben, puis moi, l'humour que j'aime, c'est le deuxième degré. Ben oui. Puis, des fois, je ne suis pas une humoriste, mais je veux dire, j'ai un côté, des fois, un peu... comment c'est... Tu sais, je vais être... des fois, je dis des affaires qui ont l'air vraies, mais c'est un point d'humour. Oui. Et c'est du deuxième, puis peut-être... c'est peut-être rendu au troisième degré, je ne sais pas, là, mais... Et je le sais aussi qu'on ne peut plus aller là. C'est triste, je vais le faire. Tu sais, on peut plus faire de deuxième degré au Québec. Quand j'ai lu ça, je capotais. Mais là, je suis allé plus loin parce que j'ai dit, je suis content que Daniel Lemire mais c'est compliqué. Soulève ça. Je comprends que quand tu bâtis un spectacle d'humour, puis tu essaies de ne pas toucher justement au deuxième degré, ça va être compliqué. Quand c'est ton style à toi. C'est ça. Il y a des humoristes qui ne vont pas au deuxième degré. Voilà, mais ça, c'est leur style. Michel Barrette. Michel, j'ai toujours aimé Michel Barrette. Tu sais, Michel,
Je faisais des reportages dans une crèmerie au Saguenay en 1986. Et Michel Barrette était connu de personne, Ian Tremblay avec son chapeau. Puis Michel faisait des reportages avec moi. Là. Donc, il était... Puis le monde tirait son chapeau en passant. C'était sa racine et plein de monde passait. Oui. Hey, t'es good, oui, ton chapeau. Yeah! Puis donc, à partir de ce moment-là, puis par après, dans toutes les années où ça a été tough, Michel me donnait souvent une tribune, puis on jasait avec lui sur c'est quoi. Ça a toujours été... C'est un gars que j'apprécie. C'est un gars qui est vraiment un good human being. Mais Michel Barrette, sa job, lui, c'est pas faire du deuxième degré. Non. Ian Tremblay, c'est du 1 degré, premier degré. Là. C'est très, très, très banal, mais c'est très efficace. Mais il y a des humoristes qui sont beaucoup sur le deuxième degré. Yvon Deschamps, il arrivait puis il disait « Je suis arrivé à la maison, je donnais une claque sur les fesses à ma femme, puis quand je me suis assis à table, la soupe n'était pas arrivée encore. Oui. J'ai dit, non, c'est que ça de ta journée, toi. » T'as rien fait de la journée? C'est vrai. Si c'est pas capable de me servir la soupe quand j'arrive, je suis aussi bien d'aller marier mon chum. Ben, oui, mais aujourd'hui, si tu prends ça au premier degré, il va dire « Criffier donc ben misogyne. » Ben oui. Alors que c'était pas ça qui était pas tout. Non, c'est pas ça. Ben non. C'est ça. Mais le bonhomme dans la salle, que lui broyait après sa femme pour la soupe, c'est lui qui se sentait visé. Oui. Comment dire, c'est ça la touch là, du deuxième degré. Tu passes un message. Donc là, finalement, Daniel Lemire a dit, bon, entre les sujets plus anxiogènes, donc on a des sujets anxieux, comme le réchauffement climatique et la guerre en Ukraine, et les idéaux polarisés qui forgent de plus en plus notre société, le vétéran de la scène juge qu'il faut continuer de trouver le moyen d'en rire, même si parfois on peut rire jaune. Mais c'est plus loin où j'ai dit, sacrement. Là, il dit « Ne pas encourager la stupidité », c'est le titre du dernier paragraphe. Sans faire de compromis sur les gags qu'il pousse à son public, Daniel Lemire concède qu'il y a certains thèmes abordés dans son spectacle qu'il a préféré ne pas trop creuser, comme les Trumpistes et les conspirationnistes, par exemple. Il dit « J'en parle, mais je ne veux pas aller trop loin. Ça ouvre des portes étranges et ça peut donner des idées aux gens qui ne comprennent pas ce que sont des blagues », explique l'humoriste en comparant ces mouvements à des cultes. Ça se rapproche de la maladie mentale rendue là, dit Daniel Lemire. La maladie mentale, moi, je l'ai pas mal senti avec les histoires de genre. La maladie mentale, je la sens pas mal avec... Tu sais, moi, quand j'ai su ça ce matin, là, quand je vois des professeurs donner à des enfants de deuxième année des livres sur le climat, OK? Le livre s'appelle « Histoire de classe » de la série bleue. Les changements climatiques. Tiens, j'ai ça devant moi, Jerry. Et là, dans le livre, il y a des histoires. C'est des enfants de deuxième année. Et le but, c'est de leur faire comprendre qu'il faut tout changer nos patentes parce qu'il va leur arriver des drames. Ils vont se noyer en bicycle parce qu'il y aura de l'eau partout. Ils vont se noyer dans la balançoire. Le requin va rentrer dans leur chambre parce que l'eau va monter dans leur chambre. Ah, c'est dégueulasse. L'autre dessin, c'est... Ça, c'est de la maladie mentale. Ça, c'est... Thiego a dit qu'il n'oserait même pas aller nager parce qu'il aurait peur de se faire attraper par une pieuvre géante. C'est ça. OK? Donc, le but, c'est de faire peur aux enfants pour qu'ils deviennent de bons soldats green. Green, voilà. Mais là, toi, tu as ton Flo qui a 5 ans, puis tu veux prendre un cours à Croix-Rouge pour lui apprendre à nager, puis le Flo, il a peur. Donc, il y a juste les Trumpistes pour Daniel Lemire et il y a juste les conspirationnistes qui sont des malades mentales. S'il veut faire un show sur les malades mentales, il va avoir du stock à faire, là. Il va... Mais vois-tu, il a choisi un qui se gagne, là. Et d'après moi, dans la gang, c'est pas... C'est des conspirationnistes, il y en a des spéciaux, là, ça c'est clair. Il y en a des spéciaux, mais je veux dire, conspirationnistes du climat,
aux conspirationnistes en pensant qu'il y a une compagnie pharmaceutique qui a voulu te mettre une puce 5G dans le bras, c'est pas bien loin. Là. En pensant que la Terre on va être des réfugiés climatiques dans quelques années, puis que la Terre brûle. La Terre brûle. Juste ça, faut être malade dans la tête. Ben Dan trouve ça, il trouve ça correct. Ça, on a des sujets anxieux, hein, on parle changement climatique, là, puis la guerre, puis tout ça, là, puis... Mais les malades dans la tête, c'est vraiment les Trumpistes et les conspirationnistes. Quelle époque de merde! Quelle époque de merde! Le gars, il veut comme expliquer de quoi qui est noble. Ah, on est comme dans une époque où on ne peut plus faire de deuxième degré. Bang, il arrive dans son premier degré, lui, dans sa tête. Si t'es pour Trump, t'es un malade dans la tête. Wow! Wow, 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 wow. Daniel Lemire est sorti de mon top 5. Tu viens de sortir là? J'ai sorti là matin. Donc, Daniel Lemire est out, malheureusement. On s'en va vers Yann Sénéchal dans les prochaines secondes après la pause. On a la boîte à Jerry. Puis on verra, là, peut-être qu'on a un dernier invité dans le dernier bloc. On verra si on est capable de le rejoindre. Il serait en Israël. Vous comprenez que c'est pas évident de ce temps-là là, d'avoir contact avec tout le monde. Il se passe beaucoup de choses là-bas. Si on ne réussit pas aujourd'hui, on va laisser tomber, mais on garde espoir, OK? Mon nom est Jeff Fillion. On vient dans un instant avec Yann Sénéchal. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Pirate. Radiopirate.com. Next. Radio Pirate Live de ce vendredi avec Yann Sénéchal. Yann. Les gens qui vont dans la rue, parce que c'est une journée qui risque de brasser un peu, les gens qui vont dans la rue, c'est les mêmes qui vont pour les woke, les LGBTQ+. Mais là, maintenant, ils sont pro-Hamas, qui, eux, sont anti-LGBTQ+. J'ai de la misère à suivre un peu toute la patente, mais on souhaite bonne manifestation à ces gens-là. Comment tu as réagi avec tout ce qui s'est passé depuis une semaine? Il y a beaucoup d'hyperbole. La Troisième Guerre mondiale, les affaires. L'Ukraine aussi, c'était la Troisième Guerre mondiale. Oui, c'est ça. On a une Troisième Guerre mondiale à chaque mois. Là. Non. Ben, ça, ce bout-là, il est gossant. Là. En fait, ça montre un peu le manque de culture de bien des gens. Honnêtement, tu me demandes comment j'ai trouvé la semaine. J'ai trouvé poche un peu, dans le sens que faire du média dans ce contexte-là... C'est plate à mourir. C'est pas super agréable. En même temps, c'est probablement une semaine où est-ce que tu lis le plus de trucs que tu n'es pas habitué de lire. Si tu as, comme personne, comme humain, là, si tu as une réelle curiosité et tu veux réellement apprendre des choses, dans ces semaines-là, tu es obligé de dire que tu apprends beaucoup de choses. Fait que tu sais, tu finis comme la semaine un peu mi-figue, mi-raisin, dans le sens que tu as un exercice intellectuel qui est le fun à faire, tu as des discussions qui te remettent beaucoup de choses en question, il y a des gens qui t'amènent des arguments que tu n'avais pas pensé. Fait que d'un point de vue intellectuel, c'est stimulant. Par contre, le point de vue activiste militant, il est sacrément chiant. Là. Je veux dire, s'il fallait qu'on analyse ce qu'on fait en fonction des commentaires qu'on reçoit, on reçoit beaucoup de shit présentement. Puis c'est beaucoup du stock de gens qui n'écoutent pas d'habitude. Là. Il y a vraiment des militants qui se promènent sur les réseaux sociaux qu'on n'a jamais vus. Je suis un fidèle auditeur, blablabla. Ah, oui, That's shit, man. Je t'ai toujours appuyé, mais là, je ne comprends pas ton point de vue. Je sais même pas t'es qui, t'as jamais écouté, t'es pas abonné, ta gueule. Mais il y a aussi... Il y a aussi beaucoup d'incompréhension de la population générale sur ce qui se passe parce que c'est pas des choses auxquelles on est confronté tous les jours, c'est pas des choses auxquelles on connaît tant que ça non plus. Fait qu'on joue un rôle assez important parce que les gens recherchent justement de l'information puis ils veulent avoir de quoi. Mais à la base, c'est la première question que je te pose. On fait le gars là, qui fait des Vox Populi, le Nantel. On fait du Nantel, on s'en va avec un téléphone puis un autre ami qui nous filme. On pogne 50 personnes au hasard dans la rue à l'entrée d'un centre d'achat. Je vais éliminer les personnes âgées, là, les personnes boomers et plus, parce que je sais qu'ils sont branchés sur la TV à longueur de journée et eux autres le savent. Mais mettons dans le
60 ans et moins, OK? Combien tu penses sur 50 qui sont au courant de ce qui se passe? Parce que je l'ai lu une couple de fois, là, puis il y en a d'autres qui me l'ont dit. J'ai lu quelqu'un qui a dit, à mon travail, très peu de gens sont au courant de ce qui se passe. D'autres, là, j'en ai parlé, j'ai vu un tweet, j'ai dit, ça a l'air qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui se passe là-bas. Puis d'autres m'ont écrit, ils disaient, non, à la job, j'ai soulevé le point, puis le monde était là, de quoi tu parles? Donc, Non, exactement. ça, c'est spécial. Là. On vient de voir des enfants qui ont la tête coupée, OK? Tirés dans un feu, qu'on a de la misère à les identifier, que là, finalement, c'est confirmé que c'était effectivement les bébés, les images qui ont circulé depuis à peu près 36 heures. Donc, c'est confirmé par, j'ai vu ça dans le Jérusalem Post de ce matin. Puis ça semble pas trop déranger le confort de certaines personnes. Quoique c'est peut-être le monde dans lequel on est où on est capable c'est ça, on est capable d'éviter un paquet de choses. Tu sais, on est capable de vivre dans un monde parallèle pour vrai maintenant. Oui, c'est ça, parce qu'on les reçoit, hein, les commentaires aussi des gens. Hey, arrêtez de parler de ça, vous êtes donc bien lourd, blablabla. En même temps, tu regardes les stats, puis tu dis non, les stats sont définitivement en hausse. Fait que c'est pas vrai que ça intéresse pas le monde. Ça intéresse le monde. Oui. Mais les gens qui sont intéressés par ça sont un peu geeks au niveau politique ou de politique internationale, géopolitique. Ça vient qu'ils sont lourds de militants des deux côtés. Parce que toute bonne guerre a une propagande à l'intérieur. J'ai jamais vu une guerre qui avait aucune propagande. Fait que tu es vraiment dans un monde où est-ce que le niveau d'émotion, si on veut, est vraiment dans le plafond présentement. Et tu as la population générale qui ignore totalement ce qui se passe ou encore va s'abreuver juste d'un peu ce qui se passe dans les médias traditionnels. Puis à ce moment-là, tu te dis c'est tellement incomplet. Puis tu vas avoir une partie de la population qui essaie de s'intéresser puis qui essaie de comprendre. Puis eux, c'est à eux autres qu'on veut parler vraiment. Tu sais, moi, il y a plusieurs choses que je pensais au début du conflit qui ont changé un peu dans ma tête. C'est quand même intéressant. Il y a une position mitoyenne qui est utilisée par beaucoup de gens. C'est une position qui est défensive parce que justement, on ne veut pas prendre position. Tu dis, la position de paix, si on veut. Et là, tu te dis, on souhaite la paix, on ne souhaite pas qu'il y ait de conflit, il ne devrait pas avoir de guerre, il ne devrait pas avoir de mort civile. Il devrait, tu sais, c'est un peu ce que Patrick Lagacé essaie de faire avec le colonel israélien. Il essaie de lui dire, ben là, on est d'accord avec votre droit de vous défendre, mais comment vous allez réussir à vous défendre sans tuer de civils de l'autre côté? Tu sais, il y a cette portion lunette rose-là qui fait très occidentale, dans le sens que tu dis, on est rendu réellement confortable de notre côté de la frontière pour avoir des mentalités comme ça. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'on remette les choses en perspective. Le Hamas et l'autorité gouvernementale, entre guillemets, qui s'occupe de ce territoire-là, qui est très autonome, il utilise l'aide internationale à des fins stratégiques militaires. Ça a été confirmé par un haut dirigeant. Là. Exactement. Ils ont une population c'est vrai qu'elle est démunie, c'est vrai qu'elle est enclavée, c'est vrai qu'elle est radicalisée aussi, en partie. Donc, c'est facile de recruter. Je veux dire, quand tu as des jeunes de 25 ans et moins qui ont un taux de chômage dans les 25-30 %, recruter pour du radicalisme, ça devient facile. Oui, c'est très facile. Fait que tu as cette situation-là. Tu sais, les gens qui sont un peu au pays des licornes, ils disent, ben là, Israël a juste enlevé les frontières. C'est intenable comme position. Si tu enlèves le mur demain matin, tout le monde est free to go. Ça va être un carnage dans Israël. Tout le monde comprend ça. Ben oui. Fait que, tu sais, il y a plein de gens qui adoptent des positions qui sont complètement absurdes. Tu sais, est-ce que tu me demandes, est-ce que tu es pour la guerre? Ben non, je ne suis pas pour la guerre. Par contre, il y a un acte de guerre qui a été commis. La journée que le Hamas, premièrement, tu sais que tu gouvernes le territoire, puis tu es dans une position où est-ce que ton ennemi contrôle ton eau, ton électricité, ta nourriture. Autrement dit, il contrôle tout ce que ta population locale a besoin. Et tu commets un acte terroriste. Tu ne commets pas un acte sur une base militaire ou une action militaire contre le gouvernement adverse. Tu commets un acte terroriste qui va choquer la population locale, qui va amener les gens à demander vengeance, carrément. C'est le but d'un acte terroriste souvent. Ben, ce que le Hamas a fait, c'est qu'il a sacrifié directement sa population. Oui. Il savait qu'il allait avoir réplique. En fait, la réplique est même souhaitée de leur côté. Puis c'est un peu fou de penser comme ça parce que tu dis le gouvernement, ben pas le gouvernement, mais le contrôle. Est-ce qu'Israël tombe dans le piège en faisant ça? Parce que si, je pense que c'est Nathalie Grabli qui le marquait, là,
si justement ils font ça, c'est exactement le but recherché du Hamas. Oui. Et de l'Iran, Et- probablement. C'est définitivement le but recherché du Hamas. Est-ce qu'il tombe dans le piège? Probablement. Mais tu sais, en même temps, on parle de 1200 morts et plus maintenant. On va être rendu à 2000 tantôt. Là. Tu sais, je veux dire, Tu fais la règle de 3 avec le nombre de personnes qui sont disparues, puis tu sais que tu ne retrouveras pas. Donc, on va défoncer le 2000, puis on va approcher le 3000 tantôt. Effectivement. c'est des chiffres du World Trade Center. Là, quasiment, là. Exact. Non. Écoute, c'est parce que moi, mon parti pris, il existe depuis toujours. Là. Tu sais, je veux dire, j'ai pas pris ça là. Tu sais, je veux dire, j'ai pas choisi il y a une semaine pour qui je prenais. Moi, je prends pour je vais dans une place. Puis si les gens sont libres, si les gens sont focusés à améliorer le sort de la population, puis qu'il y a des droits fondamentaux qui sont là, moi je choisis toujours ces places-là, même si elles ne sont pas parfaites. Là. Moi, je serai Ah toujours... non, c'est pas parfait, Israël. Là. Pas parfait, Israël, mais c'est dans ce coin Il y a du juste monde... nous autres qui est parfait. Oui, c'est ça. Il y a, dans ce coin du monde, c'est les plus parfaits de la gang. Là. Je peux te le dire. En tout cas, selon nos valeurs à nous, c'est les plus parfaits de la gang. Ben, c'est une démocratie libérale, prospère, où est-ce que les Arabes sont libres de vivre. Oui, Tu sais, il y a 20% de la population d'Israël qui est arabe. exact. À un Puis moment donné. c'est la même chose pour les États-Unis d'Amérique. Souvent, les États-Unis sont dans le champ, font des choses qui sont répréhensibles. Mais je serai toujours un Yankee. Puis je serai toujours derrière l'Europe. Puis je serai toujours derrière, même ce que le Japon a fait il y a 75 ans. Mais Jeff, ce qui est spécial un peu, c'est quand on nous a présenté la guerre en Ukraine, on nous a dit que c'était la bataille entre la démocratie ukrainienne et l'autocratie russe. Alors que c'est deux autocraties. Ben, c'est pas tout à fait le bon terme, c'est anocratie le bon terme, OK. si on veut vraiment être exact. Là. Parce qu'ils sont pas entièrement autocrates, il y a quand même des élections, mais vous comprenez que Ouais, c'est mais ils ont fake à tassé, l'os, là. là. Ils viennent détasser pour on ne sait pas quand est-ce. Mais c'est ça, c'est deux endroits. Puis le pire, c'est qu'il y a des recherches. Quand tu fouilles en 2018, par exemple, il y a une firme, j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Là. Il y a une firme qui fait une recherche sur justement les démocraties russes et ukrainiennes, puis les mettre à peu près sur un pied d'égalité en termes de classement, si on veut. En termes de liberté démocratique, là, il y a d'autres classements qui vont mettre l'Ukraine comme au 90e rang, puis les Russes au 144e rang. Fait que, tu sais, c'est des comparables assez proches Oui. en termes de peu de liberté démocratique, des indices de collusion, de corruption très élevés dans les deux cas. Mais cette guerre-là nous est présentée comme la démocratie versus l'autocratie, Oui. alors que c'est très discutable. Les bons contre les méchants. Les bons, ils sont comme nous autres. Les méchants, ben, c'est les méchants. Donc, C'est comme si ce paradigme-là n'existe plus en Israël. Israël est réellement une vraie démocratie. Encore, tu vois tout le monde brailler au Québec présentement. Ah ouais, on veut la proportionnelle mixte, blablabla. Si vous voulez une vraie proportionnelle, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui ont ça, mais Israël en a une. Là. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font, honnêtement, parce que je trouve que ça crée le bordel, ça laisse trop de place à des partis extrémistes. C'est le défaut des démocraties proportionnelles. Mais tu as plein de gens au Québec qui aimeraient ça avoir un aspect proportionnel dans nos élections. C'est exactement ça qu'ils ont en Israël de leur côté. Oui. Mais, tu sais, quand je regarde ça, là, je veux dire, enlevons nos partis pris, puis essayons d'être le plus logique possible dans tout ce qui se passe. Tu sais, j'en ai eu des commentaires, j'en ai eu des affaires, puis... Mais tu sais, le terrorisme, moi, pour moi, je suis incapable de... Tu sais, c'est un automatisme. Je ne gère pas ça. Là. J'ai aucun pouvoir sur moi-même. Puis Jeff, s'il n'y a pas de réplique au terrorisme, qu'est-ce qui arrive le lendemain? Ben, ça continue. Ben, moi, je ne vois pas la possibilité de dire, OK, si on réplique, on tombe dans leur panneau. Donc, on ne répliquera pas, on va tendre l'autre joue à ce moment-là. Ben, voilà, ça va juste poursuivre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de commentaires qu'on lit remplis de lunettes roses. C'est vraiment le pays des licornes à tour de bras. Parce que la position de dire, OK, Israël a le droit de se défendre. Israël doit se défendre également, doit répliquer, parce que sinon, il ouvre la porte à d'autres actions terroristes dans le futur. Ça implique d'enlever le Hamas, par exemple, du pouvoir dans la bande de Gaza. Si tu t'en vas là, tu es du côté du conflit armé. Si tu es du côté du conflit armé, tu sais qu'il y a de la propagande. Tu sais qu'il va y avoir des morts civiles. Cette position-là, si tu veux aller là, moi je suis dans cette position-là personnellement. C'est pas une position qui est le fun parce que tu sais qu'il y a des morts civiles. Parce que, dans le fond, nous, on est
Tu sais, de par nos. En tout cas, J'en voudrais pas, la guerre, C'est là. ça. Je parle pour moi, mais je pense que tu es à la même place. Puis je pense que beaucoup de pirates, puis des gens, puis beaucoup de pirates qui sont des gens qui vous écoutent aussi, toi, puis Frank. Je pense qu'on est à la même place là-dessus. Malheureusement, à un moment donné, on doit choisir un camp, puis en choisissant un camp, ça nous amène vers une guerre, mais je pense qu'à la base, on est anti-guerre. Ben oui. Et- Idéalement, il n'y en aurait pas de guerre. Mais le monde idéal en Israël, c'est pas ça, là. Mais non. C'est un petit pays démocratique entouré d'autocraties qui veulent son anéantissement. Oui. Des pays que, sans le support des États-Unis des années 40, 50, 60, auraient été envahis par les pays musulmans autour. Parce que ça a été tenté. C'est pas la première fois qu'ils se chamaillent, là. Vous êtes tous conscients de ça. Fait que Mais si tu... ce que je veux juste finir, c'est qu'il y a très vas-y. peu de gens suffisamment courageux pour dire réellement ce qu'ils pensent. Oui. Moi, je vais te dire ce que je pense. Je vais te dire carrément, si tu redonnes les frontières de la Palestine, dans le sens que tu retournes au territoire là, des années un peu avant que les Britanniques prennent la place, là, OK, tu leur donnes L'Empire ottoman, exactement, tu leur donnes la place, ben, il va y en avoir un massacre. ben oui. Pareil, il va en avoir un pareil, là, parce que le ça, massacre, c'est que tous les Juifs sur la terre de Palestine vont se faire trancher à la gorge. Là. Donc, c'est ça l'histoire. Là. Tu sais, à un moment donné, si tu rouvres la porte, la personne qui rentre te tranche la gorge. Mais il n'y a pas d'histoire. Là. Il Il n'y a pas d'histoire. Là. Il y a une porte, là, elle est fermée, c'est tout. Oui. Elle est fermée. Sinon, si on laisse la laisse ouverte, c'est fini. C'est ça. Une partie de ce que tu viens de dire, le pire de Jerry, il y a quelque chose qu'il faut débunker là-dedans. On nous présente souvent les cartes comme de quoi que le territoire palestinien appartenait à la Palestine ou tout ça appartenait aux Palestiniens. La réalité, c'est que c'est des territoires qui ont toujours été contrôlés par quelqu'un d'autre. Avant l'Empire britannique, c'était l'Empire ottoman. Exactement. Ça venait de la Turquie, là, tu sais. T'avais, Les Britanniques ont pris à la place quand ils ont gagné la guerre en Palestine en 1917. Puis, C'est ça. Ils ont gagné une guerre. Là. C'est réellement les premières fois que les territoires palestiniens ou une partie des territoires palestiniens ont été gouvernés par des Palestiniens, c'est quand Israël les a laissés s'autogouverner dans la bande de Gaza, puis dans la West Bank, puis en Cisjordanie. Exactement. C'est la première fois qu'ils s'autogouvernaient eux-mêmes. Quand tu regardes ce qui se passe un peu plus à l'est, la West Bank ou en Cisjordanie, tu es dans une position où est-ce qu'ils ont beaucoup moins de problèmes avec eux autres. Le bug qu'il y a avec Gaza, c'est qu'en 2006, le Hamas est rentré là. Le Hamas a contrôlé la place en gagnant une élection. Et depuis 2006, il n'y a pas eu d'élection, by the way. Ah oui, Et spécial, le Hamas hein? est une organisation terroriste. Le Hamas n'est pas dans l'autre partie de la Palestine. Présentement, Israël n'est pas en guerre contre la Palestine. Parce que la Palestine, c'est séparé en deux. Tu as deux gros morceaux. Puis il y en a un qui ça va relativement bien, puis il y en a un qui ça va crissement mal. Mais à un moment donné, c'est pour ça que tout le monde est dans une position, puis tu te rends compte, c'est quoi le problème présentement entre la Palestine et Israël? Le problème est évident, c'est le Hamas. C'est réellement le Hamas. Fait que tu es dans une position, tu te dis, un jour, il va falloir les enlever de là parce que l'armement rentre à tour de bras par des tunnels. Les pays comme l'Iran financent le Hamas. Imaginez-vous un instant, là, excuse-moi, je te coupe la parole. Imaginez-vous un instant là, que tu envoies des millions de dollars, des millions et des millions de dollars et de l'équipement pour qu'ils puissent arranger un réseau d'aqueducs à Gaza. OK? Le stock arrive, là, les tuyaux, les ci, les ça, le cash, pour installer un système d'aqueduc. À quoi a servi les tuyaux? Des tunnels. À faire des bombes. Ils ont coupé les tuyaux en morceaux. Ils ont fait des roquettes avec les bouts de tuyaux. Ouais. Vidéo à l'appui. Là. Non, il y a c'est des terroristes, comme tu l'as dit tantôt, c'est des terroristes purs. Eux autres, là, que le monde manque d'eau dans la banque de Gaza, ils n'ont rien à foutre du système d'eau. Ils en ont rien à foutre. Ça fait 18 ans qu'ils gouvernent la place.
Et encore en 2023, ils sont dépendants d'Israël pour de l'eau potable. Moi, c'est le bout. Regarde, puis je sais qu'on aurait pu jaser de ça bien avant ça. Puis, mais quand il arrive ces affaires-là, on en jase là. J'en ai parlé, je ne sais pas avec qui cette semaine, là, mais moi, je me rappelle, il y a quelques années, je pense que c'était dans le National Post que j'ai vu ça, puis ça m'a marqué pareil. Parce que, tu sais, il y a une culture ici très pro-palestinienne. On n'est pas au Yémen, mais des fois... Ça vient des universités beaucoup. Oui, puis aussi, je pense qu'on on se sent maltraité de la part de gens qui veulent nous éliminer. Tu sais, on a comme fait un parallèle un peu douteux avec la Palestine puis Israël. Là. Mais, tu sais, puis j'essaie de... Puis des fois, il y a des points en commun. Tu sais, je veux dire, nous, comme société, on est là, puis on se sent victime du Canada, puis on se sent victime des Anglais, puis on se sent victime de toute la patente, puis on devrait avoir la liberté de devenir souverain, puis de se séparer pour avoir le plein contrôle, alors qu'on l'a le plein contrôle. Mais le parallèle que je veux faire avec la bande de Gaza, ou même les Palestiniens en général, c'est que, justement, avec l'exemple que tu donnes, Jerry, et puis il y en a des tonnes d'exemples de même, là, d'argent, d'aide humanitaire qui a été détourné. Incroyable. Puis il y en a beaucoup. Puis, tu sais, dans les échanges de territoire, à un moment donné, c'est ce que j'avais lu, ça m'avait viré de bord, tu sais. Puis tu vois, c'est quoi leur choix, tu sais. Oui, on peut accuser les Israéliens d'un paquet de choses, mais à un moment donné, la Palestine va devoir défocusser de sa haine envers les voisins qu'ils ont, puis qu'ils vont devoir s'occuper d'eux-mêmes. L'exemple que j'avais dans cet article-là, ça fait peut-être une dizaine d'années de ça, mais il y avait dans les échanges de territoire, il y avait donné, donc, il y avait je ne sais pas combien de kilomètres carrés, là, mais c'était les images des airs c'était quand même immense. Et tu avais parce que c'est une terre de roche, là, donc d'irriguer ça, de faire pousser des choses, c'est tough. Mais Israël réussit. Là. Israël, à travers ce désert-là, réussit à faire des choses spectaculaires parce qu'ils sont des gens bien organisés, très intelligents. Donc, ils échangent les territoires. Et là, 4 ans plus tard, le territoire donné, il n'y a plus aucune verdure, c'est de la roche. Alors qu'il y avait tout ce qu'il fallait. Pour moi, c'est petit, c'est symbolique. C'est symbolique ce que je vous raconte là. Mais pour moi, ça l'a comme résumé un peu nous autres, des fois, dans comment on se plaint par rapport au système dans lequel on est, qu'on se sent toujours victime des autres, puis alors qu'on a tout le plein potentiel de faire ce qu'on veut. Souvent, je trouve que les victimes jouent à la victime tout le temps, puis ils sont pas en train de focusser ses bonnes affaires, puis c'est sûr que si tu veux te rendre malheureux, puis dépendant, puis « ils sont pas fins avec moi », ça peut durer pour le reste de l'éternité, là. C'est ça qui est triste. Mais ils semblent pas vouloir. C'est qu'il y a un aspect anticapitaliste à tout ça, parce que... oui, c'est sûr. C'est indéniable, je pense, que si Israël voulait exterminer tout le monde à Gaza, ça se ferait en 30 minutes. Mm-hmm. Tout le monde comprend que le genre de puissance militaire qu'ils ont. Un parking, pas de char. Ah non, l'adversaire qu'ils ont avant d'eux, militairement, il n'est pas du même calibre. Fait que ça serait réglé depuis longtemps. La seule raison pourquoi ça n'arrive pas, c'est justement il y a un côté humanitaire à une démocratie libérale qui est très fort, qui les empêche de faire ça. Parce que si tu donnais la même qualité d'armement aux gens dans Gaza, et il n'y a plus d'Israël. Non, il y a plus tu inverses les rôles, c'est réglé. C'est 2 heures, c'est réglé. Là. C'est réglé. Juste ce que tu viens de dire là, c'est plate de choisir un camp dans un conflit, mais ça confirme le choix que je fais. Là. C'est carrément ça. Puis... C'est une guerre de propagande, vous allez dire, puis c'est une guerre d'image internationale qui se passe, puis c'est vrai parce que Israël, probablement que présentement, leur plus grand souhait, c'est de débarquer le Hamas de là. Je pense que ça devrait être le souhait des Palestiniens également, parce que, comme je te dis, de l'autre côté de la Palestine, où le Hamas n'est pas, ils n'ont pas ces problèmes-là. C'est pas du tout la même game. Puis c'est beaucoup plus facile d'être dans le camp palestinien quand tu n'as pas le Hamas. De dire, OK, attends un peu, là, ces gens-là ont le droit de vivre, ils ont le droit d'essayer de se développer, ils ont le droit de contrôler leur territoire. On peut tout avoir cette discussion-là dans un contexte que c'est pas une organisation terroriste qui gère la place. C'est ça. Fait que, tu sais, là, le grand défi d'Israël, c'est comment ils font pour débarquer le Hamas de là avec le moins de pertes civiles possible. Parce qu'il nuit à Israël, c'est les pertes civiles. Parce que c'est ça qui va faire perdre l'appui de la communauté internationale, éventuellement. C'est ça qui va rendre le Canada, les États-Unis mal à l'aise avec la situation. C'est les pertes civiles qu'il va y avoir du côté de Gaza. Fait que c'est extrêmement délicat, toute cette affaire-là. C'est le puzzle qu'ils ont en avant d'eux. Ils ne peuvent pas répliquer. Puis
Puis s'ils répliquent, s'ils prennent la peine de rentrer, ils paient un coût C'est sûr que important. il y a des gens qui trouvent ça dégueulasse en ce moment. Puis les journalistes, on le sait, depuis une semaine, ils se retiennent, ils ont hâte. Puis ça commence à s'effriter, cette affaire-là. Mais il y en a plusieurs que la minute qu'ils vont voir des images, parce que ça, ils ont toujours été bons là-dedans. Là, puis c'est des deux clans, tu vas me dire, mais je veux dire, le peuple victime a toujours trouvé un moyen. Rappelez-vous les vidéos qu'on a déjà vues, là, où on nous disait qu'il y avait plein de morts, puis que finalement, on avait un bout de vidéo plus tard pour nous montrer que les gens morts se levaient de bout à un moment donné. Mais donc, dans la propagande, il y en a beaucoup des deux bords. Mais je pense que, en tout cas, de ce que le passé nous montre que la Palestine, pour jouer aux victimes, ils sont extraordinaires. Donc, la minute qu'il va y avoir des décès, je sais qu'il y en a déjà eu, mais la minute qu'il y en a des décès puis qu'on va pouvoir les promener sur les réseaux sociaux puis que ça se ramasse dans les nouvelles, c'est sûr qu'Israël ne fera pas un beau tour. Là, parce que cette forme d'antisémitisme, il y en a au Québec énormément, mais il y en a partout, ça boule. Là. Donc, eux autres, ils sont comme... C'est comme la démocratie méchante. C'est comme... C'est au Québec, je dis un peu. Au Québec, il y en a beaucoup. Là. La majorité des Québécois francophones détestent les Juifs. Là. C'est un fait. Écoute, c'est ça. Là. La réalité, c'est spécial. Ça. Puis c'est vraiment spécial de dire des affaires de même, mais ce côté-là ressort. Puis comme je te dis, il y a un fond religieux par rapport à ça, parce que, tu sais, il va y avoir des Québécois athées qui vont dire, ben là, ils se battent pour la religion. Vous voyez comment c'est cave, la religion. OK, fair enough, mais bon, ça ne les empêchera pas de se battre d'un côté comme de l'autre là-bas. Là. Fait que, tu sais, mais regarde, je vais ouvrir une parenthèse là-dessus. Là. L'histoire de religion, quand la religion s'en va, là, la religion traditionnelle s'en va, elle est remplacée par d'autres religions. OK? Si vous pensez que le wokisme, puis toute l'histoire des changements climatiques, c'est arrivé parce que c'est une histoire du temps, ben non, c'est parce qu'il y a un vide dans les sociétés dans lesquelles on est, dans la société moderne, il y a un vide religieux et on déteste le vide. Donc, le vide, il se remplit. Là. Donc, la religion, là, il y a plein de petites religions qui se sont formées dans les 10-15 dernières années. Mettons que tu arrives et tu dis, ignorons tous les Québécois, par exemple, qui, un peu comme tu dis, étaient aux fraises, sont pas au courant de ce qui se passe, ils écoutent Week-end Radio et sont bien contents. Il y a une gang de personnes qui sont même pas au courant de ce qui se passe. Parfait, on les tasse. Les gens maintenant qui sont confrontés à ce c'est spécial pareil ce que tu dis là. Hein? Ah, je sais. Parce que me dire pourquoi c'est spécial. Parce que quand ils perdent leurs droits... Ah, là, ils sont pas contents. Ah, là, ils se réveillent. Là, ils sont prêts. Et là, parce qu'avant, tu leur as demandé, tu sais, hey, telle affaire va t'arriver. Oh, ben, t'intéresse pas à ça. Là, finalement, on leur demande telle affaire, de telle chose, là. Oh, c'est pas vrai que je vais mettre mon masque, c'est pas vrai que je vais me coucher à 8 heures à la maison, pas capable de sortir. Là, finalement, ils réagissent. Mais là, ils sont retournés faire dodo. Mais là, il y en a plusieurs sont retournés faire des gros dodo. Puis là, encore une fois, tu essaies de dire, hey, ce qui se passe, ça risque d'avoir des répercussions. Oh, je ne m'intéresse pas. Dans la pandémie, combien de fois je t'ai dit, Jeff, qu'à un moment donné, la CAQ faisait une grosse erreur de réveiller l'ours? Oui. Laisse-les dormir. Oui. Laisse dormir l'ours, c'est ça. Laisse dormir l'ours, t'as à peine à ce temps-là. Fait que là, tu te ramasses avec les gens qui sont prêts à s'intéresser au conflit, peut-être à se prononcer. Il n'y a pas une tonne d'options possibles sur l'opinion que tu peux avoir. La grande majorité de ces gens-là vont prendre la position ultra-mitoyenne, ultra-nuancée, qui t'amène à cautionner des affaires un peu louches sans t'en rendre compte. Mais la position mitoyenne ultra-nuancée, trop nuancée en réalité, c'est de dire « Ah, moi, je suis contre la guerre, il ne devrait pas avoir de mort civile, on devrait négocier, on devrait s'asseoir, ainsi de suite. » Parfait, mais c'est parce que la journée que tu t'assois ou tu fais asseoir Israël et le Hamas, première question à répondre, c'est la suivante. Reconnaissez-vous le droit à Israël d'exister? En décollant, la négociation est finie. Parce que le Hamas vont dire non. Voilà. C'est ça. Cette position-là. Fait que cette position-là est intenable. Et c'est la position que la majorité des Québécois vont vouloir être parce qu'ils sont capables de s'asseoir entre deux chaises avec cette position-là. Après ça, tu vas avoir la position pro-Palestine. On ne dira pas pro-Hamas parce qu'ils ne vont pas jusque-là, mais c'est ça en réalité. Ils disent que les attentats, il faut les comprendre, il faut les expliquer. Québec solidaire, NPD, syndicats, etc. Patrick Derry un peu, toute cette gang-là, là. On est dans une position où est-ce que mec, il faut comprendre, il faut expliquer tout ça. Man, t'es en train de cautionner un acte terroriste quand tu fais des affaires de même. Ça me fait capoter raide. Là. Ça, tu sais, je veux dire... Ça me fait capoter raide. Ce qui me fait capoter, c'est que tu vois cette position-là à tour de bras
Tu sais, t'as Jean-François Lépine qui s'en va dire « Ah, c'est des combattants courageux. » Hey, T'as le gars de CBC qui dit « Non, non, dites pas que c'est des terroristes. » Cette position-là est foncièrement dégueulasse dans ma tête. C'est celle que je dénonce le plus. Puis, elle passe free dans nos médias. complètement. Puis nous autres, on Complètement, arrive... mais pas le gars avec le chapeau de poêle, le café Tim Hortons dans un spa en plein milieu d'Ottawa en train d'avoir du plaisir pour Lui, on gèle son compte. Lui, on gèle son compte, lui, on l'écœure, puis on regarde. Mais le reste, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui sont entre les deux, là, puis tu sais, qui veulent essayer de sauver la chèvre et le chou, là, il y a une maison... C'est un comportement humain défensif normal. Oui, ça, je sais, mais si je mets... Il y a une maison de libre à côté d'eux autres. Oui. OK? Ils vivent dans un quartier depuis 30 ans, il y a une maison à vendre. Il arrive 4 gars entre 22 et 25 ans. Oui, c'est ça. C'est pas une famille monsieur, madame palestinien avec 3 bambinos. On vient d'aviser il arrive dans 4 gars de 25 ans. C'est ça. Là, ils ont loué à la maison. On a besoin d'employés à l'usine. Oui. On va avoir des immigrants qui rentrent. On a une nouvelle usine de batterie. La maison a été vendue. Il paraît que c'est 4 beaux jeunes hommes. 4 beaux jeunes hommes, oui, c'est ça. Les 4 beaux jeunes hommes arrivent en pick-up, s'installent là. Première chose qu'ils font, ils enlèvent les rideaux dans la fenêtre puis ils mettent un drapeau du Hezbollah, du Hamas ou peu importe de quoi. Oui. Et bang! Ça va être quoi leur position, aux autres? Chris, ils vont vouloir vendre leur maison tout de Ils suite. vont vendre leur maison. Donc, la position... tu sais, Oui. oh oui, je suis dans le milieu. Je la prends, là, mais elle n'existe pas vraiment, là. Non, elle n'existe pas. Elle existe juste dans leur tête parce que c'est une position qui offre à la personne qui la prend un certain confort. Tu deviens une bonne personne parce que tu dis, moi, je ne souhaite pas la guerre, je ne veux pas qu'il y ait des gens qui meurent. Puis à ce moment-là, tous les gens qui prennent une position contraire à ça, c'est des gens qui souhaitent la guerre et qui souhaitent que des gens meurent. Fait que si tu es pro-Hamas, entre guillemets déguisé en pro-Palestine, ben tu es dans une position où est-ce que tu as supporté un acte terroriste. Puis si tu arrives, tu t'en vas du côté d'Israël, ben je reconnais le droit d'Israël de se défendre. Parfait, tu reconnais ça. Donc, se défendre implique d'aller enlever le Hamas dans la bande de Gaza. Là. Ils sont rendus là. Ils viennent de se faire tuer 1200 personnes. Un acte terroriste sur leur territoire. Ouais. Est-ce qu'on avait comme attente que les Américains, après le World Trade Center, fassent rien? Voyons. Est-ce que c'était ça les attentes normales des gens? Ben non, mais même pour ceux qui ont attaqué, Ben non. les autres, ils voulaient Ils savaient ce qui s'en venait. Là? Ben oui, exact. Puis, le comportement, là, tu sais, on l'a vu dans des villes américaines, là, dans des villes, on a vu New York, on l'a vu à Toronto, on l'a vu à Montréal. Il y a vraiment des... Puis oui, ils se cachent en prenant la position pro-Palestine, mais on sait très bien que ça veut dire qu'ils sont derrière le Hamas, indirectement, parce qu'ils ne le dénoncent pas. On a vu des organisations anti-hate, on a vu des porte-parole. Parce que être vraiment pro-Palestine, Jeff, là, tu dirais la première chose que les Palestiniens devraient faire dans la bande de Gaza, c'est crisser la masse dehors. Mais ils ne le disent pas. Ils le disent jamais. Parce que ils savent que le Hamas, c'est probablement l'organisation la mieux structurée pour éliminer Israël. C'est ça. Et c'est ce qu'ils veulent. Mais ils le disent pas. Mais ils le diront Non, pas. ils le disent pas. Ben, ils diront pas. À part Le Hamas, ils le disent, eux autres. le Hamas, il le dit. Ben, peut-être le gars d'Air Canada le dit. Là. Oui, Mais- les c'est Iraniens le disent. Là. Le Hamas, c'est pas Yasser Arafat. Là. Non, c'est ça. C'est pas Yasser Arafat. Non. T'sais, pourquoi on connaît tout Yasser Arafat? C'est parce que il a été avec Clinton, il était en avant du premier ministre israélien, il négociait quelque chose qui a failli marcher, mais il y avait une négociation de bonne foi. Israël était prêt à faire des concessions. Ça a été refusé par les extrémistes en Palestine. La différence entre l'époque de Yasser Arafat et l'époque d'aujourd'hui, c'est que les extrémistes ont le contrôle d'une place. Exact. Tu peux rien faire avec ça. Là. C'est tant qu'il y a des extrémistes qui mènent la patente, tu peux rien faire avec ça. Là. Rien. Mais l'affaire, c'est que, comme je vous dis, tu en as 3 positions possibles. Celle des licornes, celle pro-Hamas, puis celle, tu dis, ben, je reconnais le droit à Israël de se défendre. C'est malaisant, cette position-là, parce que faut être assez courageux pour la prendre dans le sens que tu sais ce qui va arriver. Oui. Tu sais qu'Israël va en faire de la propagande. Tu sais qu'Israël va tuer des civils dans la bande de Gaza. Puis tu sais que leur technologie dans la bande de Gaza, c'est tellement médiéval qu'il va avoir un death toll plus élevé dans la bande de Gaza que ce qu'Israël a eu de son côté, au niveau civil. Tu sais tout ça. Elle t'offre à prendre en esti à position. Mais hein.
Puis quand tu l'apprends, le malaise, il est là. Il est réel. C'est pour ça que quand je te dis, j'ai pas eu de fun cette semaine, c'est à cause de ça. Moi, en toute logique, dans ma tête, Israël doit se défendre dans cette situation-là. Mais je suis conscient de tout l'aspect humanitaire qui est vraiment chiant qui vient avec ça. Ouais, sauf que, pour faire une image peut-être un peu simple, là, je suis israélien, je suis dans ma maison, il rentre des gars de 22, 23 ans crinqués, bang, 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 je réussis à me cacher, ils ont tué ma femme, mes 3 enfants. Mon nom, c'est plus Jeff, mon nom, c'est Rambo. John Rambo. Donc, tu sais, à un moment donné, je veux dire... C'est l'état d'esprit présentement en Israël, c'est ça. Même tous ceux qui ont l'autre position, je lui dis ça, là, je dis, ils rentrent 3-4 gars avec un drapeau symbolique d'une place qui est en mission pour t'éliminer. Ils ont éliminé ta femme, tes 3 enfants, tu as réussi par chance à survivre. Tu fais quoi? Est-ce que tu as la même position? Là. Ben non, tu n'as pas la même position, je vois le vert. On appelle ça de l'empathie. Mets-toi des mocassins de l'Indien. Vous avez 4 choix, hein? Week-end radio, une position mollassonne, irréaliste, être pro-Hamas ou être pro-Israël. Faites votre choix. Mais si votre choix, c'est d'écouter Week-end radio, la position Week-end radio, c'est quoi ton... T'avouer quelque chose, j'ai jamais écouté Week-end radio de ma vie. Moi, j'ai été forcé de le faire chez mon hygiéniste dentaire. Et c'est Ça a marqué mon esprit terrible, mon homme. Je suis un gars chanceux, j'ai jamais écouté une seule seconde, donc je suis pas pire. Essaie de pogner ça cette semaine, là. Puis tu vas prendre la position Week-end radio toi aussi la semaine prochaine. En me connaissant, tu penses, d'après toi, penses-tu que je vais tomber là-dedans? Non. Je pense pas. Hey, thank you, Yann. Bon week-end. Puis, salutations, mon ami, votre conseiller.net, notre chum Yann, qui est disponible en podcast également sur toutes les plateformes avec Frank. On revient dans un instant sur Radio Pirate Live. C'est la boîte à Jerry après. La boîte à pizza. Ah, on fait une boîte à pizza? Yes, sir. Jeff Fillion. Pirate et fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte. Pizza. La boîte à pizza. Et voici Jerry, la boîte à pizza. J'ai quelques affaires du don. J'ai mangé une pizza hier soir. Ah oui? Ouais. Pas moi, ma blonde. Ah, OK. Et je suis obligé de te dire que... Sur un pain pita? Non, sur une pâte. Une pâte. Les pâtes qu'on achète au panier extra. OK, un panier extra, ouais, c'est Les ça, pâtes congelées du panier extra à 1 pièce et quelque chose sont extraordinaires. Très bien. Et j'ai dit à ma blonde un matin, j'ai dit... Tu sais, avant, ma blonde, elle ne voulait pas faire de pizza. C'est nouveau, ça. Elle, non, c'était comme on mange ça au resto ou on mange ça, on en fait venir, mais c'est pas un repas pour moi à faire. Il y a ouais. Et là, à un moment donné, on a commencé il y a 6-7 mois. Puis c'est soit le jeudi ou le vendredi, parce qu'il y a un côté festif à une pizza. Définitivement. À Jerry. Oh, oui. Il y a un côté, il y a un côté pas. festif et rassembleur. Qui tu parles? On n'apprendra pas Je ça. sais. Non, mais tu sais, au-delà de la... C'est pizza chaque jour pour toujours. C'est qui mange de la pizza tous les jours? C'est le chum, le gars qui est mort en avion Le avec gars, sa blonde. Marie-Soleil. Oui, le chum à Marie-Soleil Touga. Oui. Il était fiancé, je pense. Oui. Lui, quand il allait dans le Nord, il amenait de la pizza dans une boîte. Mais moi, ça m'a surpris. L'histoire, c'est ça. J'avais vu une entrevue. non, mais je vais le raconter parce que... Là, tu l'as parti, là. Non, mais... Moi, je suis né en dessous d'un four à pizza. Là. Oh, du sang. Je suis comme une pâte qui a levé. Là. Toi, ton parfum, c'est pepperoni. Bon, c'est ça. Mon parfum, c'est pepperoni, sauce, c'est ça. Sauce tomate. Ça soit puis bacon. Ouais. Moi, je suis né là-dedans. Là. Moi, Écoute, ton nom, c'est Jerry Pizza. Ben, c'est ça. Là, on est dans un segment boîte à pizza. Moi, j'avais 8 ans, puis je mettais du pepperoni sur les pizzas dans la cuisine. Oh, oui. Un petit bonhomme avec un genre de petit sarrau blanc, là. Puis je mettais du pepperoni, là. Mon père mettait des pizzas. Pepperoni, mets-en sa moitié. J'ai fait ça. Je suis né dans la pizza. Là. Ben oui. Et je vais mourir dans la pizza aussi, là. Inquiète pas, là. Puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, là, une patente de dôme. Je vois une entrevue avec Marie-Soleil
Touga. Son cercueil, ça va être une boîte à pizza. Là. Oui, c'est ça. Mais elle, c'était l'actrice du moment. On s'entend-tu que dans le temps, Marie-Soleil était partout, puis c'était la fille souriante, puis la fille que tout le monde... Puis jolie fille. Mais là, elle s'est fait un chum plus vieux, Monet. Elle s'est fait un chum plus vieux. C'est un réalisateur de films. Ouais. Jean-Claude Lauzon. Genre, c'est ça. Puis dans l'entrevue, elle n'était pas avec lui, là. Dans l'entrevue, elle parlait un peu de sa relation, puis de ses affaires, puis à un moment donné. Puis lui, c'est un gars spécial. Lui, c'est un genre de gars... tu sais, le loner. Tu sais, lui, il venait faire des jobs de film. Puis quand c'était fini, il crissait son camp. Je ne vois pas une expression québécoise, là. Il crissait son camp dans le bois. Yes. C'est un gars de bois, là. Fait que, elle a tout. C'était le grand amour entre les deux. Lui, c'est un gars particulier. À un moment donné, en placotant à son sujet, elle dit ce qui est spécial de Jean-Claude. Oui, JC. Elle dit ce qui est spécial de JC, elle dit parce qu'il mange toujours la même affaire. Matin, midi, soir. Ouais, c'est ça. Elle dit il mange toujours la même affaire. Qu'est-ce qu'il mange? Elle dit il mange de la pizza. Voyons. Il mange de la pizza. Lui, il mange de la pizza tout le temps. Lui, il se casse pas la tête, là. Pizza. C'est une histoire, là. OK, il faut manger. Il faut varier le menu dans la semaine. As-tu mangé assez de légumes dans ta semaine? Non, mais lui, il se bat pas de ça. Mais en même temps, lui, il mange de la pizza. Mais il est mort de bonne heure aussi. Ben non, il est mort. Il est mort dans l'avion. Bon, son avion n'a pas levé. Il est mort. L'avion est levé, mais dans la montagne. Bon, ben, ça a un lien. Il est mort. Il avait dit qu'il allait mourir de bonne heure. Il est mort de bonne heure. Al Michaels, lui, en parlant de mourir de bonne heure, lui, il n'est pas mort de bonne heure. Est-ce que tu connais Al Michaels? Ben oui. La voix de football. La voix de football. Monday Night Football pendant quasiment 30 ans. Là, Sunday Night, il le fait une fois de temps en temps parce qu'il est rendu... Et c'est le gars... Il y a deux moments... Ben, tous les moments de football de Al Michaels, il y en a plein, là, mais il y a deux moments marquants de Al Michaels. La fois où il a callé la game États-Unis contre la Russie à Lake Placid. Miracle on Ice, c'est lui. Okay? C'est lui qui, tu veux dire, qui était le... Qui était le descripteur du match. C'est lui qui a sorti le fameux liner, c'est Al Michaels. Et l'autre affaire, c'est avec Peter Jennings à ABC lors de la fameuse poursuite du Bronco de O.J. Simpson. Oh, oui. Peter Jennings, qui était un Canadien qui travaillait à ABC comme anchorman, qui était une vedette, puis qui était complètement dans le formol, et live à la télévision en train de décrire la poursuite des policiers avec le Bronco. Puis que là, le Bronco est comme arrêté. Puis là, ben, il dit à un moment donné, Al Michaels est lui à Los Angeles, même si c'est un gars de sport, vu que c'est le gars disponible à Los Angeles, ben, il dit, écoute, je vais le faire, moi, le direct avec Peter Jennings. Et là, Peter Jennings dit à Al Michaels, Al, attends un peu, j'ai un téléphone de quelqu'un qui a une vue en direct de ce qui se passe à la maison de O.J. Et là, il y a quelqu'un qui commence à parler. Là, Peter Jennings, hi, this is ABC News. We are with Joe on the phone. What do you see, Joe? Peter Jennings, comme ça. Le gars, oh, yeah, I saw OJ. Puis là, ben, ça finit. Puis là, oh, yes, you saw OJ. What's going on over there? Puis là, ça continue pendant 10 minutes. Puis là, à un moment donné, t'entends Baba boy! Là, lui, il continue. So, like you said, you know, if... Et là, Al Michaels, il n'est plus capable. Il dit, Chris, il s'en rend pas compte pendant tout le long. À un moment donné, t'entends Peter, hold on, sir. Là, il arrête le gars au téléphone. Hold on, sir. Yes, Al. Peter, I think this is a phony call. Il y a un blanc. Tu sais, c'est live à la TV. Là. Tout le monde écoute. Il y a des millions de personnes. Peter Jennings a l'air d'un cave. C'est Al Michaels. Mais Al Michaels était dans un podcast cette semaine. Et il y a 80 quelques années, le gars est encore le descripteur des matchs du dimanche soir avec le Collinsworth. Il a 78 ans. Il a 78 ans. Il est encore tout là. Il a une voix extraordinaire. Là, tu essaies de savoir c'est quoi la recette de Al Michaels pour être 6 ans en shape. Il dit, ma recette est simple. Je n'ai jamais mangé aucun légume dans ma vie. Y a-tu dit ça pour vrai? Oui. Là, le gars, il dit... il dit, wow. Même pas des petites fèves vertes? Non, le gars, il demandait, même pas un bout de carotte. Il dit, jamais. Il dit, j'ai jamais... Un bout de carotte? Non, il dit, j'ai jamais rien mis de légumes. Je dis, comment ça se peut? Tu sais, tout est cuit un peu avec des oignons, des patates, des affaires. Il dit, non, il dit, moi, il y a
zéro légume qui est Ça rentré pépé, dans ça- ma bouche. Lui, c'est de la pépé fromage. Là. Il Oui. n'y a pas de champignons, Il y a pas de champignons, pas de rien, poivron vert, il n'y a Il n'y a rien. rien. Lui, ça doit... Mais c'est ce que C'est j'ai pensé. incroyable. Je me suis dit, d'après moi, c'est un gars qui mange des pointes de pizza, pepperoni, fromage, that's it, là. Il y a Lui, il est rien. dans les stades, puis il mange que là. C'est sûr. Il est dans les arénas, puis il mange du... Peux-tu écouter, je t'ai mis le Miracle. Oui. Je trouve que c'est un beau souvenir. C'est un méchant Hey, beau moi, souvenir. on a encore des frissons quand on écoute ça. C'est Mais bizarre. ça, hein? Date de mais ça. 1980. Mais ça. Letonov gets checked by Ramsey. McClanahan is there. The puck is still loose. 11 seconds. You've got 10 seconds. The countdown going on right now. Morrow up to Schultz. 5 seconds left in the game. Do you believe in miracles? Yes! Unbelievable. Yes, All Michael, la phrase, c'est « Do you believe in miracles? Il faut se rappeler qu'on est en 1980. Là. Je veux dire, là, c'est encore l'URSS. Là, Oui, là c'est vraiment les méchants. Là. oui. Puis- Ça se passait à côté de chez nous en passant? Lake Placid. Lake Placid, c'est à côté de chez nous. Quand on roule là, on se dit, voyons donc, cette Puis, je veux histoire-là, dire, ça se passait là. c'était impossible que l'équipe américaine de hockey... Non, non. Parce que le hockey aux États-Unis, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Non. C'était impossible qu'ils battent la grosse machine rouge. là. C'était Carré. impossible. Mais C'est des joueurs là-dedans. Il y avait Tony deux- Granato, C'est ça. Gardien, c'était John Craig. Davidson. C'était-tu Craig? C'est John Davidson d'un but. C'était Non, je pense que c'était Craig. Tu sais, le masque Oui, blanc. oui, le masque Ah blanc oui, avec, oui, oui. avec des genres Ouais. de... Oui, c'est ça. Tu avais des joueurs qu'on connaissait pas tant que Non, ça. mais qui Ben, sont devenus c'est ça. connus par après. Oui, voilà, c'est ça. Ah oui, là, la Ligue nationale, ils ont recruté pas pire. hein. Oui. Mais il y en a plusieurs qui ça n'a pas toffé. là, Non, tu sais. non, Ils ont- non. C'était leur moment. là. C'est ça. Tu sais. C'est la preuve qu'en équipe, des fois, tu peux faire des miracles. Voilà. Tu sais, quand tu travailles tout ensemble et que tout le monde believe. Les Canadiens vont faire les séries, je te l'ai dit. Moi, Ah ouais. ça a été mon camp. Oui. Ils vont terminer 6e sur 8 dans leur Dans l'Est? division. Ouais, dans Ah, l'Est. OK. Wow. OK. Oui, j'espère. Oui, non. C'est de l'espérance, hein? Parce que je sais pas quand, Jeff, cette semaine, tu me dis. Je pense qu'on n'était pas en ondes. Un après-midi, tu me dis. Un podcast pas TP encore? Oui, c'est ça. j'ai- Oui, on, en c'est fait, ça. on a fait trop. Non, non, On parce en que fait trop. tu me dis, il y a des artistes québécois qui ont du cash en maudit. Là, je dis, hein? Oui, tu sais, ils ont du cash. Non, Ouais, je vais te raconter l'histoire vite. tu dis, il y a des artistes qui ont beaucoup, beaucoup de cash. Ben oui. C'est un Instagram de Evelyne Audette. J'adore Evelyne. Evelyne, je l'adore. C'est quelqu'un, c'est une excellente personne. Elle n'est pas juste belle, elle est fine. Elle est adorable. Puis, Evelyne a mis un Instagram week-end à la campagne. Là, on voit son petit gars qui se promène avec un genre de petit Jeep et on voit à l'arrière une superbe maison farmhouse, toute blanche, un peu comme nous on a bâti, mais 5 fois plus grosse que ce que j'ai c'est bâti ça, ici. Là. De Donc, toute beauté. là. c'est de toute beauté. Puis c'est immense. Là. Donc, je sais combien ça coûte bâtir ça ici, là, parce qu'on a manqué se tirer une balle dans la tête là, pendant la construction. Mais donc, je fais le calcul, la règle de 3, c'est assez facile à savoir. C'est une maison très, très chère. Là. Puis j'ai... Là, je flippe les photos. Tu sais, sur Instagram, il y a 4-5 photos. C'est ça. Et là, à un moment donné, je dis, oh, le grand-père est avec le bébé d'un bras, avec le petit gars. Mais le grand-père, c'est Bernard Fortin. Fortin. Qui est Bernard Fortin? L'acteur Bernard Fortin. Et surtout le gars qui fait des voix. Vous les voix pour. Attends un peu, lui, c'est Ben, pas il- des il- Simpsons. Dans les Simpsons, il est là. Oui. Il en fait. Il fait les voix de cinéma. Il fait. Il, Attends un peu. il fait Tom Hanks, je pense. Tom Hanks. Oui, parce que lui, il a une voix spéciale. Là. On s'entend, on Il le a une reconnaît voix un tout de peu. suite. Ben, il fait, lui, les films traduits, railleuse, il y en là, a qui ont cette affaire. fait leur carrière là, à faire des voix dans les films traduits. Là, Louise de Cespedes. Ouais. C'est vrai. Louise de Cespedes était. Lui, il a Il tout- faisait des Espagnols. là, lui, il a tout mis ses. Il faisait n'importe quoi. Lui, il a tout mis sa carrière de patente de côté, puis il a juste fait des voix. Fait des voix très payantes. Très payantes. Mais là, tu sais, j'ai dit à Jerry, j'ai dit, il y a beaucoup de monde dans le milieu artistique qui ont énormément d'argent au Québec. Beaucoup plus qu'on pense. Oui, des fois, tu te demandes, tu vois des artistes, tu sais, même des fois des chanteurs du temps, tu te dis, tabarouette, la grosse maison, l'affaire à Sainte-Agathe, le quai, tu sais, des grosses cabanes, les affaires, les voyages. Tu te dis, tabarouette. Mais c'est une anecdote. Mais la face, quand tu as parlé de ça, Jeff, ça m'a fait réfléchir. Puis là, quand j'ai vu passer ça, j'ai dit, OK, là, wow, OK, il y a une patente, là. Joanne Blouin.
Et si bon. La chanteuse Joanne Blouin. L'ex-femme à Normand Brathwaite. Exactement. Oui, c'est un couple, c'est un couple vedette du temps des années 80-90, Oui. dans ce coin-là. Oui. Joanne Blouin. Ben, la fille à Brathwaite qu'on voit, que lui monte beaucoup, c'est la fille, Elisabeth, c'est la fille à Joanne. C'est ça. Oh, oui, sa fille a joué. Oui. Dans une entrevue, il y a quelques jours, là, Joanne Blouin a jasé un peu de sa carrière, puis tout ça, tu sais, veut dire... parce qu'elle était très populaire dans les années 80. Mais elle a eu quand même un gros disque. Le reste, c'était pas... Non, je sais. C'est son premier disque qui a été un méga hit. Oui. Mais pour te montrer comment que il coulait de l'argent dans le temps, elle a reçu... Elle a fait à un moment donné une publicité pour les magasins Labbé. Oui. Oh. Puis une pub, là. Une pub. Elle a fait... Elle a fait était genre porte-parole du magasin Labbé. ouais, mais elle a fait... Ouais, c'est ça. Ben, elle était pas... ben, peut-être porte-parole, mais il y a une publicité, il y a 15 minutes, 15 secondes pour 15 minutes, c'est pas drôle. Ça y a pris, je pense, 15 minutes de faire la pub. Là. C'est ça que je comprends. Tu vois la place pour faire le tournage, puis là, ils disent, t'as des racks dans les mains, là, tu dis, venez chez Labbé. Pas le même. Elle a reçu pour cette publicité-là, en 1985, elle a reçu 65 000 $. Wow. Pour 15 minutes de C'est travail. pour ça qu'ils ont fermé beaucoup de magasins Labbé. Oui, mais pense à ça. Jeff, 15 minutes de travail pour 65 000 $. Ben, c'est pas le même qu'il faut le voir, là. Tu sais, dans le sens que le magasin a pris la notoriété de cette femme-là. Je comprends, mais Puis je le le mets. négocié, puis on dit ça vaut 65 000. Oui, mais là, je le mets en 2023. En 2023... C'est 165 000. C'est ça. Ouais, mais OK. regarde, ceux qui... les Martin Matt de ce monde, ouais, je comprends. là, c'est Martin Matt qui roulait avec une Porsche alors qu'il était porte-parole de Honda. Quelqu'un d'Honda m'avait dit, Chris, pourrait au moins rouler avec un Honda tout le temps, là, mettre sa Porsche dans le garage. On lui donne quand même, Ouais, je comprends. 700 000 par année. 700 000. 700 000. Le gars de Bell, là, te rappelles-tu le gars de Bell? Oui, oui. Brière? Oui. Lui, c'était un contrat de 800 000 par année. Et il l'a eu plusieurs années Oh, oui, ben oui. avec Bell. Les publicités de Bell, ben oui. 800 000 par année pour être porte-parole. Monsieur B. 800... Mais écoute... Ah, puis c'est des affaires vieux, là. C'est des affaires il y a quasiment 30 ans. Là. Oui. Mais aujourd'hui, ça ne paye plus ça. Là. Non, c'est Aujourd'hui, sûr. les compagnies ont compris que ça ne vaut pas ça 0, 0, 0, 0. C'est de la folie, là. C'est de la pure folie, là. Voyons. Ça ne vaut pas ça, là. Ça vaut de l'argent. Les gens, ils ne veulent pas vendre ce qu'ils ont bâti puis mettre ça avec un magasin ou une marque pour rien. Mais à un moment donné, il faut que tu réalises. Si le gars aux États-Unis qui fait ça pour 20 millions, puis toi, tu es au Québec, tu fais ça pour 1 million, il y a une règle de 3 qui n'est pas respectée. Qui ne marche pas. C'est Non, ça ça. l'affaire. Tu dis Taylor Swift, elle se met des chips dans les mains. Ah, tu dis, arrête, Taylor Swift, t'es là hier. Hey, elle est rendue chum avec la femme du QB. Ben oui. mais c'est toi qui vas avoir raison encore. Elle donne des mamours à sa belle-mère. Tu as dit les bébés s'en viennent. Oui. Mais hier, elle est en train de jaser et avoir du fun avec sa belle-mère. Oui. Ça veut dire que c'est réglé. Oui. C'est ça que ça veut dire. C'est, Parce que si la maman, elle donne le OK pour que la grande... pour le gros barbu. C'est ça, parce que la maman, elle, si elle n'est pas contente, la maman, des fois, les gars sont plus réticents. Là. Vous dire, ouais, c'est ma blondinette, mais c'est pas sérieux. Mm-hmm. Mais là, quand la maman rigole, puis elle fait des colleux à Taylor, ça veut dire que le gros barbu, c'est son frère qui est barbu, mais le gros joueur de foot... Il est barbu aussi, mais c'est parce que l'autre, c'est une grosse barbe. Lui, c'est juste une petite... Ouais, c'est ça, exactement ça. C'est une petite patente rasée. Mais on parle d'argent. As-tu vu le gars qui a gagné? Le gars, il est parti à un moment donné. Il a fait ses commissions. Puis à un moment donné, il est allé calife. J'ai oublié d'acheter de la pâte à tarte. Il retourne au Super C, il achète de la pâte à tarte, puis il dit, je vais prendre une loto. Loto Max. Oui. Il achète de l'auto. Le gars gagne 50 millions de dollars. 50 millions de dollars. C'est M. Richer. Paul Richer qui gagne 50 millions de dollars. Il veut garder sa job. Non, Jeff. Qu'est-ce qu'il fait dans Non, la non. vie? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, on sait ça? Les genoux m'ont lâché un matin. Le gars, il travaille dans un entrepôt d'expédition. OK. C'est quand même-
Job noble. Job noble. Non, lui, Exactement il ça. veut pas voir sa femme. Là. Non, c'est clair. Attends un peu, mais le gars, il rentre le matin pour travailler. Je sais, moi, je rentre de bonne heure. Je sais c'est quoi. Tu l'as fait, Jeff, pendant des années. Le gars, il rentre à 4h30 du matin à job. Moi, j'entrais à me lever à 3h30. Oui, mais une affaire que je vais te dire, Jeff, là. Si je gagne 50 millions à l'auto, peut-être que je vais continuer à travailler, mais je vais choisir mes heures. Ben oui, c'est sûr. Chris, je ne rentrerai pas à 4h30 du matin. Je me scraperai pas à vie, Calvas, avec 50 millions dans le compte de banque. Ça donne 2,5 millions d'intérêts par année. J'en envoie 500 000 à l'impôt. Il m'en reste 2 clairs. À 2 millions clairs d'intérêts par année, je vais me lever à 3h30 pour rentrer à 4h30 dans une shop. Ben non, ça marche pas, là. Ouais, mais ça... Sa madame. Non, mais c'est pas madame. S'il veut travailler, il peut faire ce qu'il veut. Tu veux faire ce que tu veux, mais... Tu sais, je comprends le point que tu veux pas rester inactif et juste vivre dans l'oisiveté. Oui, okay? mais si le gars, il me dit, attends, moi, j'adore, je vais m'acheter une fermette, puis je vais travailler sur la ferme. Là, tu dis, OK, tu sais, c'est pas pourquoi. Tu prends l'air, puis t'aimes les animaux, puis ci, puis ça, puis en fin de compte, tu fais un peu ton horaire. Là, c'est pas ça. Le gars, Chris, il est dans une shop à 4h30 du matin à faire des paquets. Il devrait s'acheter un casse-croûte à Neuville. Là, il va être occupé. Non. Il va être occupé en tabarnache. Mais il va pas acheter les voisins. Oui. Il va pouvoir acheter les voisins. Quoi d'autre? J'ai vu une maison, puis j'ai 2 affaires. C'est une patente. C'est la boîte à pizza. Ben oui, c'est la boîte à pizza. Donc, c'est très mélangé. Très, très mélangé. Là. C'est bourré d'anchois qui dégoulinent sur le bord. Là. Tu sais, c'est très louche là, comme pizza. Il y a 2 affaires. Il y a une première affaire que je vais faire le lien, c'est la deuxième affaire. Parce que j'y ai pensé à toi. Je pense toujours à toi, Jeff. Hein? J'y ai pensé à toi. Je pense souvent à Jeff. Oui, parce qu'il y a toujours des liners qui me reviennent dans la tête. Il y a un gars qui vend sa maison en Arizona. Là. C'est pas important à la ville. Mais la face, c'est que le gars, il vend sa maison 4,5 millions. OK. Puis, dans les dettes, une superbe maison en Arizona, de toute beauté. Puis, la face, c'est que le gars, dans son sous-sol, il y a, tu sais, quand tu décris qu'est-ce qu'il y a dans la maison, la grandeur des chambres, il y a telle affaire, il y a une piscine en arrière, telle affaire. Puis, en gros, il est marqué qu'il y a un flight simulator. Oh. De 100 quelques mille pièces. Ben voyons donc, oui. Oui, il y a le gars, des gros écrans puis tout, là. Le gars s'est installé, Jeff, une salle. Christophe, on dirait que tu es chez CAE, là. Hey. Un vrai flight simulator de au-dessus de 100 000 qui est dans le sous-sol, qui vient avec la maison. Parce que le gars, il ne part pas avec ça, là. La beauté du flight simulator, c'est que tu peux t'arranger pour faire de l'avion, tu craches jamais pour vrai. Mais moi, je me disais, attends un peu, là. J'imagine Jeff acheter cette maison-là. Hein? Non, ma blonde me perd. Ta blonde, elle ne te voit plus. Non. Il est où? Oh non, Il est parti. Non, mais t'es là, mais sauf que t'es rendu... en Italie. Oui, c'est ça. Je suis le bord d'atterrir. Chérie, j'arrive, j'ai en train d'atterrir à Chérie, Miami. dérange-moi pas, je t'atterris dans 5 minutes, la tour vient de me coller. Ouais, mais ton souper est prêt! Oui, ça fait 3 fois que je fais le tour des buildings à New York, puis je fais une visite, autrement Ouais, dit. je brûle du jet fuel. Mais la fin, c'est que ça... J'ai dit, belle maison, le flight simulator, mais le gars qui vend la maison, et là, l'autre histoire. Le gars qui vend la maison, c'est lui qui... Le gars, il est multimillionnaire. Le gars, il est venu riche avec un produit. OK. Tu iras voir sur le web. Ça s'appelle easyicerink.com. Hein? Donc, Okay, je vais vous l'appeler, là, OK? C'est celui qui fait des... EZ, ICE, ICE. EZ, Ice, Rink. Rink. Rinks, mais un S. Okay. RINKS. Donc, easyicerinks.com. Je sais c'est quoi, je les ai vus. C'est des modules pour avoir une patinoire en arrière de chez nous. Et pas briser le terrain. Et voilà. Mais l'affaire, c'est que... Je vois les annonces sur Facebook souvent. Ah, tu vois-tu les annonces sur Facebook? Oui, il achète de la pub beaucoup sur Facebook. Surtout à ce temps-ci, là. On est là-dedans. Puis tout, tu sais, le nord des États-Unis, on s'entend-tu que... Puis ce qui est capoté, Parce c'est que la poche tient l'eau. Tu comprends-tu que c'est comme une poche avec les bandes, là? C'est comme ensemble, ça tient l'eau, donc ça vient droite tout de Mais les suite. bandes, Jeff, là, c'est capoté. Ben oui.
c'est un module. C'est des modules. Quand tu installes le module là, de Easy Ice Shrinks, là, by the way, il ship au Canada. Là. Il ship partout. Là. Au Canada, tu peux l'acheter. Là. Il y a 4 grandeurs de surface. Il y a du 15 par 30, du 20 par 40, du 25 par 50. 25 par 50, c'est quand même impressionnant. Mais tu as des petites bandes. Là. Mais c'est tout des clips. Donc, que tu bâtis ta patinoire, OK? Pas de marteau, pas de drill, pas rien. C'est juste du clippage et du déclippage quand tu l'enlèves. C'est tellement facile d'installer qu'il a pris, il y a une vidéo qui court, il a pris 4 flots de 10 ans. Des flots de 10 ans. Ils ont dit, montez votre patinoire, les flots. Les flots, ils ont monté. C'est tellement facile à monter. C'est pas compliqué. Si les kids jeunes sont capables, tout le monde va être voilà. capable. Si tu es capable, 4 flots de 10 ans peuvent monter la patinoire. Un adulte monte la patinoire seul. Là. Oui. Puis sais-tu combien ça prend de temps à monter la patinoire? 1 heure. Oui. 1 heure, tout est installé avec les bandes. Et tout est. Regarde, je te dis, j'ai regardé des vidéos, je capotais, je dis, wow! J'en revenais pas. À l'époque, avoir eu du terrain garanti, je m'achète ça. Là. Moi, j'en avais fait dans le temps une petite patinoire derrière de chez nous, mais c'était pas grand. Mais je m'étais amusé un peu. Moi, j'avais avec fait à niveau pour les filles. J'avais fait à niveau, puis je faisais des descentes. Tu sais, des descentes. Donc, moi, dire, ils ont quasiment tout appris leur patinage là-dessus. Tu sais, j'avais un terrain accidenté à Cap-Rouge. Oui. Donc, il y avait comme, tu sais, un step là, une descente, un autre step, une autre descente, un autre step. Ils ont été solides sur le patin. À tout bout de champ, ils partaient. Il disait, mais non, je dis, mais écoute, il fait moins 20, il on va fait y aller, noir. c'est ça. Non, il va. Passait du temps là-dessus, l'enfer. Les flots adorent les patinoires en arrière de la maison. Je te dis, c'est incroyable. S'il y en a, il y a toujours un flot sur la patinoire. Vous irez voir ça, easyicerinks.com. Moi, je l'avais fait une ça chez... part à 2500$, tu peux aller dans le coin de 5000$, mais la manière que c'est tout des clips. C'est capoté de voir ça aller, là. 1 heure, tout est bâti. Quand j'étais jeune, à la glacer après. Quand j'étais jeune, on avait la famille Château-Lac-Clair dans le coin du Saguenay, puis on en faisait une sur le lac. Mais là, quand on partait, là, j'allais au patinoire. Moi, je me sauvais pour aller au patinoire. Tu sais, des fois, là, ma mère disait, là, tu t'en vas pas patinoire à soir, tu as des devoirs, puis faut que tu te couches de bonne heure. Là, je disais, OK, bon, ben, je vais aller dehors, je vais aller pelleter. Tu sais, j'avais 8-9 ans. Mon père n'était jamais là. Tu sais, ton père n'est jamais là. Non, mais mon père avait peut-être des réunions. Le hockey mineur, président de hockey mineur, conseiller municipal, telle affaire. Là, il était à la brasserie avec ses chums de prof, regarde. Il n'était pas là souvent. Donc, elle avait un bébé plus jeune. Moi, j'avais 7-8 ans. Il y avait un bébé naissant dans la maison. Donc là, je faisais semblant d'aller pelleter un peu ma musique, une pelle. Puis là, la minute que je voyais que j'étais tranquille, je ramassais mon bâton puis je partais à une des patinoires. Mais j'en avais une à 5 minutes à pied. Puis j'en avais une à 15 minutes à pied, puis j'en avais une autre un peu plus loin. Donc, elle ne savait jamais laquelle des 3 que j'étais. Donc, ça la mettait en sacrement. Donc là, des fois, elle me mettait en pénitence un peu. Elle disait, là, ton bâton, je te l'ai enlevé. Puis il n'y a rien qu'elle ne faisait pas. Donc, j'avais décidé de faire une patinoire chez nous. J'avais à peu près 10-11 ans. Donc, j'ai tout pelleté. Puis on avait un grand terrain chez nous. C'était un terrain que mon grand-père nous avait donné. Puis on avait un grand terrain de à peu près 100 par 100. Puis il y avait un grand bout. C'était plat. Donc, je me suis dit, écoute, elle était grande, la patinoire. Là. Peut-être que si j'y allais, je me dirais, bon, je pensais qu'elle était plus grande que ça. Là, mais dans ma tête, elle est grande. Et là, j'ai tout pelleté, puis j'ai réussi à sortir la hausse, puis à être capable d'avoir de l'eau, parce que l'hiver, c'est un défi d'avoir de l'eau. Puis j'ai fait une patinoire là pendant les deux mois avant que ça se mette à fondre en mars, là, tout ça. Là. Mais, tu sais, mon père n'a pas checké, il n'a pas pensé à ça, un kit de même ou un plastique ou n'importe quoi. Quand la patinoire a fondu. Oh boy. Il n'y a plus de gazon là. Non. Brûlé ben raide. Brûlé, mort. Oh, oui. Je l'avais fait quasiment, en tout cas, elle était huge. Puis là, à chaque fois qu'il tombait de la neige, je m'en allais pelleter. C'est comme un trip de même. Moi, je m'en pelletais ma... Là, j'étais super fier. Là. L'année d'après, je voulais faire ma patinoire. Mon père m'a dit, non, ça a coûté telle affaire de tourbe. C'est non. C'est non. Il n'y en avait pas de kit de même, tu comprends-tu? Aujourd'hui, tu peux épargner ton terrain parce qu'avec le kit, mais veux pas, je pense que le gazon respire pareil avec le procédé qu'ils ont fait. C'est ça le patente. Puis je me demande, tu sais, avec le prix du bois, puis tout ça, tu sais, les gars qui sont habiles puis qui s'en font des bandes, là, oui. Tu sais, des patinoires avec des petites bandes, là. Je serais curieux de comparer le prix du bois. J'ai aucune idée comment ça peut coûter, mettons, faire le même projet en bois. Mais je te dis, c'est vraiment hot. C'était la boîte à pids de notre ami Jerry. On vient dans un instant sur Radio Pirate Live en ce vendredi.
Radio. Pirate. Radio Pirate. Jeff OK, Jerry, hey, n'oubliez pas que cette fin de semaine, vous devez aller faire un tour dans les deux Cosmos pour le burger à Jeff. C'est le Big Jeff. Double boulette de steak et tout. Donc, notre promo qui est tout le mois d'octobre, après une grosse semaine où on a rencontré une centaine, 125, 130 pirates. On le fera également le 1er novembre, ce qu'on appelle le 32 octobre. Mais là, on s'en va du côté d'Israël. On va aller jaser tout de suite avec quelqu'un qui vit tout ce qui se passe depuis plus d'une semaine maintenant. Yves Moshe-Ayash. Yves, est-ce que je dis votre nom comme il faut? C'est parfait. C'est parfait. On va essayer de... Je sais que vous avez une caméra avec un micro à l'intérieur, donc je vais essayer de monter votre son le plus fort possible, mais vous êtes citoyen de Judée-Samarie en Israël depuis 17 ans. Vous êtes juif. Est-ce que vous avez toujours vécu en Israël ou vous avez été en France? Est-ce que vous êtes là depuis toujours? Non, j'ai vécu à Paris. OK. Donc, vous avez vécu à Paris. À Paris. Racontez-moi un peu racontez-moi comment c'est arrivé, comment vous l'avez su. Racontez-moi votre vie depuis avant les événements, quelques heures avant et après, en fait, le pendant et après. Ben, la semaine dernière, on fêtait, c'était Shabbat de Simchat Torah, et on était tous à la synagogue. Et puis, voilà, on a reçu une alerte, et tous les hommes, ils ont été mobilisés d'un coup. Et d'un coup, la synagogue, elle s'est retrouvée que les anciens et les enfants. Et on a commencé à avoir des nouvelles de ce qui se passait dans le sud. Donc, vous avez eu les nouvelles quoi? Par le téléphone, par les nouvelles locales? Vous avez eu des amis qui vous ont appelé, la famille? On a commencé à recevoir des messages. On a reçu les messages et on a commencé à on a commencé à regarder les téléphones et on a vu ce qui se passait dans le sud, quoi. Donc, ils en ont profité pour frapper une journée de congé. Vous étiez en congé cette journée-là, dans le sens que... Oui, c'était une fête très importante. Voilà. Et donc, évidemment, tout le monde était à la synagogue et on ne pensait pas qu'on allait rentrer dans la guerre, quoi. Ouais. Les premières images que vous avez vues, qu'est-ce que vous avez su en premier? Parce que on a su le spectacle de rave là, avec les DJ, on l'a su un peu plus tard. Les enfants jeunes, on l'a su un peu plus tard. Qu'est-ce que vous avez su en premier? Quelles sont les premières attaques que vous avez apprises à ce moment-là? On a compris qu'il y avait eu une invasion de terroristes dans le sud. On ne connaissait pas l'ampleur de ce qui arrivait. Et puis, voilà, on a vu qu'ils avaient franchi la barrière. Parce qu'ils les terroristes, ils ont filmé. Au fur et à mesure de leur action, ils ont filmé. Oui. Donc, ils ont diffusé sur leur réseau à eux, de Gaza et tous les autres, ils ont diffusé les films. Résultat, on a commencé de suite à voir ce qui se passait, quoi. Bien entendu, on n'était pas au courant des massacres qu'ils allaient faire dans la journée et tout ça. Mais on a vu qu'il se passait quelque chose d'une attaque du Hamas. Est-ce que vous redoutez cette attaque-là depuis longtemps, en sachant que depuis, milieu des années 2000, le Hamas a été élu et là, groupe terroriste reconnu. Il y a la gauche française qui ne reconnaissent pas dans les groupes terroristes, mais je pense que tout le monde les reconnaît comme étant des terroristes. Est-ce que vous attendiez à ça? Vous saviez qu'à chaque jour, vous pensiez qu'il peut y avoir des attaques, mais est-ce que vous avez pensé que ça allait être aussi meurtrier? Non. On pensait qu'ils pouvaient nous envoyer des missiles, ça comme d'habitude, ça c'est sûr, ils pouvaient nous attaquer avec des missiles, mais jamais on a pensé qu'il allait y avoir une invasion terrestre. Jamais. Est-ce que vous avez été surpris de voir que la sécurité israélienne a été prise de court? Parce qu'habituellement, c'est dans les meilleurs au monde, justement, pour contrer ce genre d'attaque-là. Il y a quelque chose qu'ils vont devoir voir, mais c'est peut-être pas au cœur des choses à penser à maintenant, mais ils ont été pris de court. Hein? Bien sûr. Alors, on ne sait pas. Pour l'instant, on est en pleine guerre, donc on ne va pas faire des enquêtes. Non. Mais il est évident qu'il y a eu des défaillances. Alors, il semblerait qu'il y aurait eu une cyberattaque de l'Iran qui aurait paralysé les réseaux électriques et les caméras, mais on n'en sait pas plus. Pour l'instant,
personne ne peut expliquer pourquoi notre réseau de renseignement a été aveuglé. Donc, on a vu toutes les images d'horreur. On n'a pas besoin de les répéter. On les voit. Quoi, il faut s'en souvenir pour toujours. Il faut s'en souvenir pour toujours. Mais là, on commence, puis on le voit. Là, il y a eu de l'empathie cette semaine de plusieurs, mais ça va se calmer. Puis là, entre autres, les médias, certains politiciens, les journalistes du monde entier vont commencer à demander « Oh, attention, là, oui, on reconnaît que ça a été des attaques terroristes, mais on ne veut pas que les Israéliens rentrent à Gaza puis qu'ils fassent table rase, puis que là, il y ait des civils qui soient victimes de ça. Donc, il va falloir faire attention, il y a des règles à suivre, etc. » Après un massacre du genre, quelle est votre réaction quand vous entendez ce genre de choses à travers, à travers la planète? C'est très simple. Il y a un antisémitisme mondial et ça rentre dans toutes les réactions qu'il peut avoir dans ce sens, se rendent dans cet antisémitisme. C'est tout. Ouais. C'est-à-dire que on accepte uniquement les Juifs quand ils sont victimes et quand ils ne sont pas capables de se défendre. Voilà. Et donc, on fait fi, c'est-à-dire on oublie qu'on est entouré de 200 millions de pays. Ouais. On oublie ce genre de détails. On oublie qu'on est tout petit pays, qu'on est 9 millions d'habitants, qu'on subit des attaques par missiles depuis des années, qu'on a libéré Gaza de toute présence israélienne depuis 20 ans. Et au lieu de faire un pays là-bas, ils en ont fait un refuge de terroristes. Et donc, c'est ça que les gens, ils oublient. OK. Et ces mêmes gens-là, j'en fais pas partie, là, je tiens à vous le dire. Mais ces gens-là vont vous dire, oui, mais vous les coupez vous contrôlez leur eau, vous contrôlez l'électricité, les gens d'Israël les appauvrissent. C'est pas moi qui pose les questions, c'est ce que j'entends. Ça ne fait pas partie de mes questions à moi. Je vais répondre. Alors, on laisse rentrer tout dans Gaza. On leur fournit l'eau, l'électricité, tous les biens matériels passent dans les frontières entre nous et Gaza. Tout est ouvert. On a accordé 20 000 ou 30 000 laissez-passer pour que les ouvriers de Gaza aillent venir travailler chez nous. Donc, toute cette propagande qui sont enfermés, qui sont en prison, c'est complètement de la propagande fausse. C'est faux. C'est complètement faux. Donc, évidemment, on ne peut pas convaincre. Vous savez, c'est impossible de convaincre des gens qui ont des idées claires, définies et arrêtées. Ça, c'est impossible. Hein. Tant qu'eux-mêmes ne subissent pas la même chose, vous ne pouvez pas convaincre quelque chose de ce que vous subissez vous-même. C'est-à-dire l'expérience, ça va passer par ce que les gens ils vont subir eux-mêmes. Nous, on a beau leur montrer des images d'enfants brûlés, des femmes mutilées, ils vont jamais accepter. Ils vont dire oui, mais vous comprenez, c'est de la propagande, on a fait du Photoshop, alors que c'est eux, depuis 20 ans, ils font de la fausse propagande, quoi. Mais nous, on n'a pas le droit à nous défendre. C'est ça le problème. Vas-y, Jerry. Oui, vous demeurez dans le coin, on l'appelle ça la Judée, la Samarie, donc vous êtes en Cisjordanie. C'est divisé en 3 secteurs. Vous êtes dans le secteur, on va dire, le plus safe, j'ai l'impression, c'est le secteur que Israël gouverne d'une manière. Est-ce que vous sentez aussi les mêmes tensions dans votre secteur? Il y a des tensions, pas aussi grandes que ce que le Hamas voudrait, parce que je pense que la population ici, il y a beaucoup de travailleurs qui viennent travailler, construire les maisons chez nous. Je pense qu'ils ont un souci. Et puis, ils ont construit des... Vous savez, je ne veux pas vous montrer maintenant, mais si vous voyez autour de chez nous, ils ont construit des maisons, les gens, ils vivent. Oui. Et donc, je pense qu'il y a bien sûr un courant extrémiste, mais qui n'a pas emporté avec eux la rue. C'est-à-dire la masse n'a pas été, pour l'instant, n'a pas été emportée par les extrémistes du Hamas. Donc, c'est ça. Donc, Gaza, c'est un autre niveau, autrement dit. C'est un niveau là, extrême où ce que le monde, je vais le dire dans mes mots, il y a beaucoup de jeunes hommes
dans la vingtaine, la tête brûlée. Enfin, j'appelle ça des têtes brûlées dans le sens que c'est des jeunes qui sont prêts à mourir. Tandis que dans votre secteur à vous, avec le travail, avec une vie un peu plus normale, ça va mieux. Ça va un peu. Il y a quand même eu des attentats, il y a toujours, bien sûr, il y a toujours des extrémistes. Vous savez, il y a toujours un qui va se lever le matin et qui va qui veut tuer un juif, quoi. Ça, on peut pas l'empêcher. Hein. Mais disons que pour l'instant, on n'a pas vu une révolte populaire arabe. Vous l'expliquez comment? Parce que tantôt, vous avez dit, on est à la grandeur du globe, il y a de l'antisémitisme. Et c'est vrai, là. Il y en a partout, surtout dans tous les pays. Il y en a ici au Québec, il y en a au Canada. C'est souvent syndical, c'est souvent aussi, on dirait souvent les mêmes personnes qui sont plus près du communisme, donc anticapitalistes. Et pour eux, je pense que souvent, Israël représente comme justement le capitalisme qu'ils détestent tant. Mais vous l'expliquez comment cette le côté antisémite qu'il y a à la grandeur du globe chez certaines personnes. Ça s'explique comment? Pour nous, moi qui n'est pas juif, j'ai de la misère à comprendre un peu ce bout-là. Là. Et écoutez, qu'est-ce que je vous dis? On est un petit peuple. Vous imaginez, sur Terre, on est quoi? 12 millions. Comptez entre Israël, l'Amérique et l'Europe. C'est-à-dire que au niveau de l'humanité, on est ultra minoritaire, quoi. Donc, seulement, on traîne 2000 ans de propagande, que ce soit à l'époque de l'Église, que ce soit des choses et après, il y a eu dans les années, après la guerre et la Shoah, il y a eu le communisme qui est venu avec l'anticapitalisme, les banques. Bon, toute cette idéologie a pénétré dans tous les esprits des gens qui étaient perméables et faibles. Les universités, beaucoup, entre autres. Oui, bien entendu, parce que dans l'université, la gauche est très puissante et que la gauche, soi-disant anticapitaliste, nous, on représente le capital. C'est-à-dire que dans l'idée de l'avant-guerre des années 30, où on montrait le juif banquier, c'est rentré dans l'ADN quasiment des antisémites dans le monde. Ouais. C'est-à-dire que même... alors que, bon, les juifs, il y a des pauvres et des très pauvres et qu'on n'est pas dans la banque. Et c'est pas nous qui dirigeons le monde, sinon on n'aurait pas tous ces problèmes sur le dos. Ouais. Donc, voyez, donc tout ça, c'est des imageries, ça sert des pays, ça sert des idéologies. Et évidemment, on en est victime. Quand on est victime, et en même temps, maintenant, on a un pays, on a une armée, on peut se défendre, on n'est plus dans les années 30, ni dans les années 40. Et donc, évidemment, ça ne va pas se passer comme eux, ils imaginent. Yves, pour nous, Nord-Américains, il y a une image qui nous... parce qu'on est loin, hein, mais c'est l'image, on est dans les années 90, l'image de Yasser Arafat qui donne la main à Rabin avec Bill Clinton. Autrement dit, cet espoir-là, justement, que... parce que c'est une poignée de main historique quand même, où ce que le résumé de tout ça, je vais le faire très, très simple, mais vous le savez, c'était « Oui, Israël peut vivre en paix chez eux ». Okay? C'est un peu le fond de l'histoire. Il reste-tu... selon vous, il reste-tu quelque chose de tout ça, de cette poignée de main-là? Y a-tu à quelque part... du côté arabo-musulman, quelque part, quelque chose qu'on pourrait se raccrocher par rapport à ça? Écoutez, ça a été une illusion. Une grande illusion et désillusion. La preuve, la situation où on en est, parce qu'il y a eu les accords d'Oslo, on a laissé Gaza dans les mains des Palestiniens. Oui. On a fait le maximum. Mais on s'aperçoit, et aujourd'hui, on est devant c'est que ça dépasse. C'est-à-dire que la même idéologie antisémite qu'il y a dans le monde, elle est dans le monde arabe. Et que pendant des décennies,
les Arabes ont dit que les Juifs, c'était des ennemis. Alors maintenant, il faudrait que, par exemple, on allait faire des accords avec l'Arabie Saoudite, ce qui était parfait. Il aurait fallu que, donc évidemment, ces événements sont arrivés juste avant qu'on signe les accords avec l'Arabie Saoudite. Parce qu'évidemment, il y a une partie du monde arabe qui était contre, comme l'Iran et tous ses proxys. Donc évidemment, alors si l'Arabie Saoudite, par exemple, déclarait si on signe des accords et qu'ils disent que dans le monde arabe, on s'est trompé, que les Juifs c'est pas les ennemis, qu'on peut vivre avec eux, alors peut-être Oui. on va arriver à pacifier et à pouvoir cohabiter avec les autres. Alors on a eu des accords d'Abraham qui sont magnifiques, mais bien sûr, mais on voit que ces accords, tant qu'il n'y a pas une décision au niveau mondial du monde musulman qui disent ouvertement que ça suffit, les Juifs ne sont pas nos ennemis, alors peut-être à ce moment-là, la prise de conscience fera qu'on pourra vraiment se serrer la main. Mais tant que dans les idéologies, il reste que nous, on reste dans les écoles, dans les livres, tant que tous ces programmes scolaires depuis des décennies ne changent pas, évidemment, on forme des petits et des enfants qui deviennent adolescents, et eux, ils sont formés à ce qu'on soit des ennemis. Alors évidemment, comment voulez-vous taper avec quelqu'un qui vous met un couteau sur la gorge? Il n'y a rien à faire. Quand les jeunes sont pris à cet âge-là, il faut les déprogrammer, c'est quasi impossible. Dernière question pour vous, monsieur Yves, dernière question pour vous. Oui. Comment est le peuple juif? C'est sûr que nous, on essaie toujours de montrer toutes sortes de côtés. Il y a des manifestations en Israël qui nous montrent qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on riposte trop fort, etc. Parce qu'il y a des dissensions à l'intérieur d'Israël aussi au niveau politique. On suit ça de loin, on le sait. Est-ce qu'il y a une certaine unanimité en ce moment où il y a un déchirement à l'intérieur? Fini, c'est terminé. Tous ces problèmes sont terminés. On a bien de faire un gouvernement avant-hier d'union nationale, tous les partis sont représentés, les partis. Donc, cette histoire est complètement derrière nous. Bon, cette réforme de la justice, ça a été c'est pareil, c'est-à-dire que chez nous aussi, on a des gens de gauche et d'extrême gauche qui, pour eux, ils ont pas du tout la vision ils ont une vision à eux du devenir de l'État d'Israël, quoi, qui n'est pas partagée par la majorité, puisqu'il y a eu des élections le 1er novembre, et puis que la majorité du peuple a tranché et a donné une majorité au parti de droite. Donc, alors, il y a eu des extrémistes, mais une minorité. Et puis maintenant, c'est fini tout ça. Ils sont tous au front, habillés en uniforme militaire, et ils se battent. Ouais. C'est ça le problème. Ouais. Donc maintenant, c'est terminé. Donc il ne faut pas s'arrêter à ce genre entre nous, il faut dire la vérité. C'est vrai qu'on a des discussions entre Israël, on n'est pas d'accord, on a des visions, mais quand la menace de l'extérieur existentielle arrive, on devient un seul et même corps. Seul et même corps. Oui, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous pensez que ça va dégénérer en une guerre qui risque d'entraîner d'autres pays? Justement, on parlait de l'Iran. Est-ce qu'il y a un danger avec ce qui se passe? Oui, il est possible qu'on ait une guerre, je ne vais pas dire mondiale. Oui, parce qu'il y a deux camps. Il y a deux camps qui se dessinent. Vous avez la Russie, la Chine, la Corée du Nord, le Pakistan, l'Iran, certains autres petits pays qui font un genre de bloc contre l'Amérique, l'Angleterre, l'Australie, le Canada. Et ça crée, vous avez deux blocs. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui va venir, mais c'est sûr qu'on est au bord d'une déflagration mondiale. Les Américains, ils ont envoyé le porte-avions au large il arrive chez nous, là. Les Anglais ont envoyé des croiseurs. On est dans la tension extrême. Ouais. Une étincelle peut faire basculer le monde dans la guerre, et une grosse guerre. Alors, on peut espérer que les Chinois, peut-être,
abandonneront en dernier ressort l'Iran parce que les Chinois, ce sont des commerçants et que ce ne sont pas des guerriers, en fin de compte. Et donc, peut-être qu'on a l'espoir que ce bloc, en dernière minute, les Chinois, soit ils se retirent, mais bon, ils ne vont pas nous défendre, ça c'est sûr, parce que ce n'est pas dans leur intérêt. Mais voilà, on est au bord de la déflagration mondiale, et ce n'est pas une image, et ce n'est pas un jeu. Yves, pas une image. Voilà. Bonne chance à vous, bonne chance à vos proches, bonne chance au peuple israélien. On va gagner. Merci Yves. Le monde libre et le monde démocratique va gagner. 100% d'accord. 100% d'accord. Merci Yves. Très gentil de nous avoir parlé. Bye-bye. Merci à vous. Merci. Bye. 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 Yves Moshe Ayash était avec nous pour parler en direct d'Israël de tout ce qui se passe depuis une dizaine de jours. Voilà, Jerry. Donc, bon week-end. C'est dur de souhaiter un bon week-end quand on parle de ce genre de choses-là. C'est toujours un peu fréquent. On souhaite la meilleure des chances, bien sûr, au peuple israélien, les Palestiniens également, qui ne sont pas impliqués de proche ou de loin avec le massacre du Hamas. Et donc, on souhaite du meilleur pour tout le monde, mais c'est sûr que c'est inquiétant de voir où ça peut s'en aller, cette affaire-là. Jerry, bon week-end. Yes. Merci à Mr. White également. Puis on s'en parle lundi. Hein? On s'en parle lundi, oui. Ouais. Ça fait drôle de partir, on dirait comme ça avec... c'est vrai. Oui, mais c'est parce que la technologie nous permet, nous, on le voyait et tout, puis on est beaucoup plus proche qu'on n'a jamais été, de par la techno. Même si le son, il y avait une caméra avec un peu son plus loin, mais on le voyait, puis je veux dire... on est chanceux d'être ici, je vais le dire. Oui, on est chanceux d'être ici. On est chanceux d'être ici. Mais les Israéliens sont résilients. Ben oui. Faut-tu avoir de la résilience? Je ne vais pas partir sur une autre affaire. Fais-moi pas partir, sinon on va partir de minute. Excuse-moi. Bon week-end à tous. On s'en parle lundi. Il y a du Prime avec Carlos de Punisher. Burger à Jeff dans les deux cosmos. On s'en parle lundi sur le live. See ya! Radio Pirate. Loud noises! Radio Pirate.